Donc merci d'être présent pour cette soirée qui est la deuxième conférence des aiguilleurs sur le thème de repenser nos modèles économiques. Alors on sait que c'est un sujet important en ce moment. On entend plusieurs rapports du GIEC qui nous disent qu'il nous reste 3 ans. Donc 3 ans, c'est rien du tout. Donc on a le plaisir ce soir de recevoir des chefs d'entreprise qui sont engagés dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette soirée. Je suis Audrey Arnaud, je coordonne l'association Solucir. Et donc mon rôle pour ce soir, c'est de faire en sorte qu'on passe un bon moment. Alors aujourd'hui, on a passé le cap des 200 inscrits. Donc je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé dans la salle. Donc j'imagine que ça va être le cas, mais on était ravis de voir qu'il y a de la mobilisation autour de ces sujets qui interrogent tout le monde et qui à la fois peut générer de l'anxiété, de l'envie, du comment on fait, comment on avance. Donc, on est ravis pour ça, d'accueillir du coup les 3 chefs d'entreprise devant vous pour voir un petit peu comment eux, ils s'y prennent. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de faire un peu plus connaissance, puisque le principe des aiguilleurs, c'est de faire en sorte que ce soit une soirée la plus interactive possible. Du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui a déjà entendu parler, avant de venir ce soir, de la Convention des entreprises pour le climat? Ok. Écoutez, on a le plaisir de recevoir Alexandre Chrétien, qui est cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Il va nous expliquer tout de suite en introduction, au début de cette conférence, ce qu'est la Convention. Donc là, je vais plutôt lui demander de se présenter avec sa casquette chef d'entreprise, parce que c'est aussi un chef d'entreprise. Donc, bienvenue Alexandre, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire du coup, quelle est ton entreprise et ce que tu fais? Oui, donc je suis dirigeant d'une entreprise de services numériques qui s'appelle Astracan, qui est une entreprise basée sur Paris-Hong Kong et qui fait du conseil en transformation digitale et en intégration middleware. Donc on verra quel est le lien avec la Convention citoyenne juste après. Merci. Ensuite, on a le plaisir de recevoir Pierre-Yves Antras de Haute-Savoie Habitat. Du coup, Pierre-Yves, je te laisse te présenter et puis présenter ce qu'est Haute-Savoie Habitat en quelques mots. Alors, Haute-Savoie Habitat est un office public de l'habitat, un organisme HLM qui a du logement social en Haute-Savoie, 20 000 logements, donc c'est le premier bailleur du département. Donc un organisme HLM, je pense que tous ceux qui sont ici, j'espère, savent ce que c'est que le logement social. Donc l'intérêt d'un organisme HLM, on en parlera notamment dans la CEC, c'est que c'est un opérateur qui intervient dans l'immobilier dans toutes les phases, de la construction jusqu'à la gestion, en passant par toutes les étapes. On peut acheter des logements, on peut les faire vivre, on peut les démolir, on peut les reconstruire. Donc on est tout de suite dans l'économie circulaire. Merci. Quelques chiffres, Haute-Savoie Habitat, c'est depuis 1929. Aujourd'hui, c'est 20 000 logements gérés et c'est 300 salariés. Donc ça donne quand même une idée de l'entreprise concernée. CEC, vous allez beaucoup en entendre parler ce soir. Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est l'acronyme de Convention des entreprises pour le climat. Voilà, donc ce n'est pas un terme barbare dans le milieu des du HLM, c'est l'acronyme de la Convention. Ensuite, on reçoit Romain Roy, le fondateur de Greenwiz. Bonjour Romain. Bonjour. Je te laisse te présenter en quelques mots ainsi que Greenwiz. Je vais surtout présenter Greenwiz en fait. Donc Greenwiz, c'est une place de marché de la consommation responsable. On est présent en France, en Italie, en Espagne et en Belgique. C'est 250 personnes qui travaillent dans nos équipes sympathiques et engagées. Et voilà, on est une entreprise qui est par nature très engagée autour des thématiques environnementales, mais qui a fait le pas depuis quelques mois de la CEC. Donc on sera très heureux de témoigner. Je crois que c'est 125 000 références, 130. Oui, c'est ça. Et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2020. C'est ça. C'est ce qu'on a le droit de dire, a priori. Bienvenue à tous les 3. On est ravis de vous avoir. Je continue mon petit tour de questions. Est-ce qu'il y a des personnes, qui connaît Solucir? Qui a déjà entendu parler de Solucir? Ok, alors je vais faire l'inverse. Qui n'a jamais entendu parler de Solucir? Du coup, Olivier, tu vas pouvoir faire rapide. Donc, je vous présente Olivier Favier, qui est le trésorier de l'association, qui va vous présenter en quelques mots ce qu'est l'association. Merci Audrey. On va vraiment faire quelques mots. Solucir, asso qui a été créé officiellement en octobre 2020, qui fait la suite d'un mouvement qui a été structuré depuis quelques années à la base avec une initiative portée par notamment 4 communautés de communes,
Annecy, Rumi, Chambéry et Aix-les-Bains sur un territoire zéro déchet, zéro gaspille. Et de fil en aiguille, on est arrivé à structurer l'asso en octobre 2020, dont le but est d'instaurer l'économie circulaire comme un modèle économique prépondérant du territoire. C'est une asso aujourd'hui où on a une centaine de membres, essentiellement des acteurs de la vie économique, des entreprises, des porteurs de projets, et qui restent en lien fort avec l'université et les collectivités locales dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que ça suffit pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler plus tard à l'apéro si vous le souhaitez. Merci Olivier. Donc effectivement, les 3 missions de l'association, c'est de mettre en lumière les solutions locales qui existent sur l'économie circulaire, tous les porteurs de projets, essayer de les soutenir, les faire émerger et faire en sorte qu'ils trouvent leur modèle économique sur la circularité, démocratiser l'économie circulaire auprès d'une majorité d'acteurs économiques du territoire, parce que si on veut que l'économie circulaire devienne le modèle de demain sur le territoire, il faut évidemment soutenir les solutions émergentes, mais il faut aussi créer une inflexion auprès des entreprises qui sont plus dans une logique de linéarité. Et puis la 3e, c'est de soutenir la création de filières locales pour mieux gérer nos ressources. Donc en ce moment, on est sur une conférence qu'on a appelée Aiguilleurs. Pourquoi Aiguilleurs? Parce que l'objectif, c'est de donner la parole à des chefs d'entreprise qui nous montrent la voie sur ces sujets de circularité et plus globalement de transition. Donc c'est la 2e conférence qu'on anime à ce titre-là. Et donc on est ravis, évidemment, de pouvoir discuter de ces sujets de modèle économique et de transition. Et pour nous, ça rentre complètement dans cette logique de démocratiser l'économie circulaire et de se donner des clés sur comment agir sur ces sujets-là. Une dernière question pour cette introduction, c'est de connaître votre niveau d'engagement dans la transition. On aimerait voir un petit peu quel est le profil des personnes qu'on a face à nous. Donc vous avez le choix entre novices, vous découvrez les sujets liés à la transition, vous êtes apprenti, vous avez commencé des actions pour limiter l'impact dans votre structure, confirmé, vous connaissez vos impacts, vous avez mis en place un plan d'action pour réduire de manière significative votre impact, ou expert, la réduction de l'impact, c'est SAU 2020. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est l'économie régénérative. Alors, on va commencer par ceux qui s'estiment novices. On ne prendra pas les noms, on vous promet. Jean-Louis, il a levé la main, il est interdit, quoi. Apprenti. Ok, intéressant. Confirmé. Et expert. Là, il faut assumer le côté expert, mais c'est bien. Merci à vous. Très bien, l'idée, c'est qu'on puisse vous aider à aller plus loin, quel que soit votre niveau de maturité ce soir, dans ce chemin de la transition. Peut-être pour conclure cette introduction, vous dire simplement qu'on excuse Christian Polge des Deux Marmottes qui devait être présent et qui a eu un impératif. Vous dire également que cette conférence est enregistrée et donc qu'il y aura un replay qui sera disponible. Et enfin, vous expliquer le mode de fonctionnement. Donc, on va prendre un temps de table ronde avec nos 3 intervenants. Il y aura 2 temps de questions-réponses avec le public. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. On aura ça jusqu'à du coup 19h45. 19h45, on fait la conclusion et à partir de 20h, on va boire un coup et on découvrira l'œuvre qui se cache derrière, qui se réveille a priori toute seule de temps en temps. Ça vous va comme ça? On est parti? Ok. Eh bien, je vais commencer assez naturellement par donner la parole à Alexandre pour qu'il nous explique un petit peu pourquoi avoir lancé cette convention des entreprises pour le climat, d'où est née l'idée et quels étaient les objectifs à ce moment-là de ce mouvement. Alors l'idée, elle est née c'était dans la poursuite de la Convention citoyenne pour le climat. L'initiateur de la démarche, qui s'appelle Éric Duverger, avait décidé de prendre 2 années sabbatiques, donc on est en juillet 2020, pour ensuite faire sa part, la part des entreprises, en tout cas pour lutter contre les sujets liés au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Et donc, n'arrivant pas à faire une transformation suffisamment radicale au sein du groupe Michelin, a décidé de prendre ces 2 années sabbatiques pour rencontrer 120 dirigeants de divers horizons. Quand je dis divers horizons, c'est à la fois des gens qui sont dans la transition écologique depuis avec vraiment toutes les sensibilités, et en même temps des dirigeants d'entreprise, donc une 60aine de chaque. Et ensuite, lors d'un séminaire qui s'appelle Beyond the Collapse,
qui a été organisée par l'une aussi des autres cofondatrices. On est, on va dire, 7-8 dans l'équipe de cofondateurs de la CEC, se sont retrouvés donc, à la fin d'année 2020 avec ce constat qu'il y avait une urgence à traiter des sujets du dérèglement climatique et encore une fois de la biodiversité. On s'appelle CEC pour Convention des entreprises pour le climat, mais c'était plus pour faire référence à cette CCC qui avait été initiée par le gouvernement, alors que nous, on est une initiative qui s'est montée par elle-même, avec soit d'autres dirigeants comme moi ou des gens qui en tout cas travaillaient tous dans l'entreprise. Et l'initiative s'est montée comme ça, autour d'une association d'intérêt général. On est donc fin 2020, et donc c'est lancé sur toute l'année 2021, et aujourd'hui on a fait 4 sessions sur 6. Alors ça consiste en quoi concrètement, la CEC, et qui se cache derrière cette dynamique? Donc, qui se cache? Que des gens qui viennent de l'entreprise. Ce sont des bénévoles tous. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 150 bénévoles qui sont intervenus pour la CEC. Et la CEC, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours apprenant de 6 sessions de 2 jours à destination de dirigeants. Et vous entendrez parler d'un Planet Champion. Donc, c'est un binôme en fait de représentants de l'entreprise. Et un parcours apprenant agissant donc pour lancer cette transformation radicale des entreprises avec ce sentiment d'urgence, donc à la fois sur des sujets d'environnement, mais aussi sur les sujets liés à l'inclusion, des sujets en tout cas sociaux, et un parcours, quand je dis apprenant agissant, c'est qu'on ne fait pas du tout une formation, c'est pas un mot, qui est une partie évidemment qui est là pour expliquer quelles sont les causes et les conséquences du dérèglement climatique, mais c'est un parcours agissant parce que, et c'est pour ça qu'on voulait avoir des participants avec nous, c'est de jouer sur l'intelligence collective, la co-construction, pour réfléchir. On arrive à la CEC en se disant qu'on ne sait pas tout, loin de là, et même aujourd'hui, après 4 sessions, encore une fois, sur les 6 qui étaient prévus initialement, on n'a absolument pas cette prétention-là. En revanche, on a un objectif en sortie de parcours, c'est d'avoir des feuilles de route qui soient à la hauteur des enjeux. Les enjeux, c'est ceux des accords de Paris et du Green Deal européen, donc avec des feuilles de route qui sont opérationnalisables et qui puissent être évaluées selon différents indicateurs. Quand tu dis accord de Paris, ça veut dire, je crois que c'est 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais encore une fois, les gaz à effet de serre, c'est fondamental, et évidemment, mais je veux vraiment qu'on insiste sur la partie biodiversité qui s'est effondrée de 70% depuis 1970 et qui est un élément fondamental dont on parle très peu. Alors, on parle très peu aussi du climat dans la campagne présidentielle, mais les sujets de biodiversité, on en parle encore moins, alors que c'est un élément clé. Ça fait vraiment partie de la solution, mais je suis à peu près sûr que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui en sont convaincues aussi. Le dernier film de Cyril Dion, Animal, traite justement de ce sujet-là, effectivement. Notamment, oui. Quand on a préparé, tu me disais que ce qui était intéressant, c'est que c'était à la base vraiment un parcours de dirigeants. C'est ce que je trouve qui fait la spécificité de la CEC, c'est de dire, mettons des dirigeants d'entreprises tous ensemble. Je crois qu'il y a une logique de représentativité. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus les entreprises qui ont été recrutées et leur profil? Donc, on en voulait 150 entreprises, encore une fois, qui était le chiffre aussi de la Convention citoyenne pour le climat, et on voulait un panel représentatif du tissu économique français. Donc, on a pris les critères de l'INSEE et on voulait à la fois des entreprises de tout secteur d'activité, de tout type de taille d'entreprise, y compris de structure juridique, et qui soient aussi coin de l'Hexagone. Donc, ça, c'était pour les critères objectifs. Il y avait aussi des critères subjectifs qui étaient des états d'avancement différents de transition écologique. Donc, si j'avais à les représenter graphiquement, on voulait à la fois des gens qui soient très bruns, donc qui soient parce qu'ils étaient très consommateurs de ressources ou très émetteurs de pollution sur l'eau, l'air, le sol, peu importe. Et on voulait aussi des gens qui soient, si je puis dire, très verts, c'est-à-dire très avancés dans leur transition, voire transition native, donc parce qu'on voulait qu'ils soient inspirants pour les autres. Et Pierre-Yves et Romain en parleront tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de phosphorer ensemble, de réfléchir à des solutions, à des problèmes très concrets sur nos propres business. Et c'est vraiment effectivement toute l'originalité de la démarche avec une volonté de mise en œuvre.
Donc ça commence à l'été 2021, c'est ça? Enfin, recrutement... Alors, le recrutement, il s'est étalé sur 8 mois. On l'a démarré en janvier 2021. Il s'est terminé en août, donc à quelques jours de la première session qui était le 10 septembre. Et les 150, c'était facile à aller chercher ou il a fallu convaincre les dirigeants? Ouais, non, il a fallu convaincre parce que la démarche, elle est sur la base d'une candidature, c'est-à-dire d'une participation volontaire du dirigeant qui devait déposer sa candidature sur le site, mais vu que personne ne connaissait la CEC, et pour cause, il fallait la faire connaître. Donc il y a eu quelques candidatures. Au final, on a eu 570 candidatures, si je ne me trompe pas, au mois d'août. Et on en a sélectionné parmi ces 570, donc 150. Donc vous avez 2 représentants là ce soir. Ça marche. Moi, je me suis effectivement élu parce que voilà, en tant que cofondateur, j'ai décidé de suivre le parcours. Donc je suis aussi un insider, je suis le parcours avec les autres. Donc, il y a un peu plus que 150 participants. On va revenir sur le parcours après, mais peut-être comprendre un petit peu de la part de Romain et de Pierre-Yves, qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre le parcours, ou est-ce qu'on est venu vous chercher, ou dans quelle démarche ça s'est inscrit? Alors donc en fait ce qui se passe c'est que, donc, comme je vous ai dit, on existe depuis 2008. Donc depuis 2008, comme on était assez écolo convaincu et sensibilisé à cette thématique, on avait une démarche d'impact déjà, mais ça partait un peu dans tous les sens. Donc ça c'était le premier point, ça partait un peu dans tous les sens, ça manquait de structure. Et le deuxième point, c'est qu'on a eu tendance au fil des années à s'endormir un peu sur nos lauriers. Donc on se disait, on vend du bio, on vend des produits éco-responsables, donc c'est super, on est très engagé, c'est génial. Et en fait, en réalité, en 2020, pendant la période du Covid, moi j'ai eu une espèce de remise en question un peu globale de la société, de l'économie, de nos modèles. Je ne vois pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, et la personne qui passe les micros à le Covid, donc peut-être que les gens... ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai repris beaucoup d'informations dans la tête, entre guillemets, sur, Alexandre l'a cité, l'effondrement de la biodiversité, sur la finitude des ressources. Voilà, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus que quelques années de pétrole, que même... des ressources qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont utilisées tous les jours, comme le sable. Le sable, on ne pense pas, mais c'est utilisé dans la construction. Et aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux de... Oui, la Chine, dans les 2 dernières années, a utilisé autant de sable que les États-Unis depuis le début du siècle. Donc, je ne sais pas, vous vous rendez compte de l'accélération des trucs. Et donc, c'est pareil, je pourrais parler du cuivre, de plein de choses comme ça. Donc, voilà, ça. Et puis les problématiques du climat qui s'emballent et qui partent sur des courbes exponentielles. Donc, voilà, tout ça en 2020, on a commencé à repenser à tous ces sujets-là et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait réengager une vraie démarche sur ces thématiques. Donc on a commencé d'abord par devenir une entreprise à mission, parce que pour nous c'était important. Donc on a repensé en interne la raison d'être, on a associé à cette raison d'être des objectifs. Est-ce que ça parle à tout le monde, les entreprises à mission? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux dire en 2 mots ce que c'est? En fait, entreprise à mission, ça consiste à définir une raison d'être, associer à cette raison d'être des objectifs pour atteindre sa raison d'être, et inscrire tout ça dans ses statuts. Et ensuite, on nomme un comité de mission formé de gens externes à l'entreprise et internes à l'entreprise, qui est chargé de produire des rapports de mission tous les ans qui sont annexés au compte, et on est contrôlé par un organisme tiers indépendant tous les 2 ans, qui a la capacité à retirer le statut d'entreprise à mission s'il considère qu'on ne fait pas les efforts nécessaires. Donc voilà, en tout cas, on a redéfini cette raison d'être, ce qui était important, on a redéfini des objectifs, et c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat. D'ailleurs, je fais un petit aparté pour les remercier et leur dire à quel point leur travail est fantastique, parce que Alexandre l'a dit gentiment et brièvement parce qu'il est modeste, mais il y a énormément de bénévoles. Donc c'est des gens qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur carrière et qui sont engagés à 200%, et nous on les voit au quotidien. Voilà, je voudrais lui rendre hommage et leur rendre hommage de façon générale, parce que ça nous apporte beaucoup. Et donc nous on s'est lancé, on a eu la chance de faire partie des entreprises sélectionnées. Et même si, encore une fois, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très très loin du compte, on fait partie des entreprises plutôt engagées au début. À chaque session, on apprend énormément, on a repris beaucoup de claques sur l'état du monde, encore malgré le fait qu'on s'en était déjà auto-infligé un certain nombre en 2020. Et donc voilà, c'est un parcours passionnant. Et l'enjeu pour nous maintenant, il est double, il est triple. Il est d'abord de finir tous ensemble le travail qu'on a entamé. Et ensuite, il est de réussir à engager toutes nos entreprises, donc toutes nos entreprises vraiment dans cette transformation de modèle vers des modèles régénératifs. Et puis enfin, le dernier, peut-être le plus important, c'est de réussir à engager autour de nous beaucoup plus d'entreprises
pour que ça se transforme d'un mouvement qui regroupe 150 entreprises à un mouvement qui en regroupe des millions. Voilà. Très bien, c'est le fil conducteur de la soirée. On va aborder tous ces thèmes. Peut-être avant de rentrer plus en détail dans tout ça, comprendre pour Haute-Savoie Habitat quelle était la dynamique initiale, et puis on comprendra un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière le parcours et ce que ça vous apporte, ces fameuses gifles dont tu as commencé à parler. Alors, comment on est arrivé à la CEC. Voilà, ouais, c'est un peu ça ta question. Haute-Savoie Habitat avait cheminé pas sur le même axe que ce qu'a évoqué Romain, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment sur la partie, bien sûr qu'on s'était engagé sur la partie RSE, qu'on était sur le développement durable, mais l'engagement principal de Haute-Savoie Habitat, qui remonte à un petit peu moins d'une dizaine d'années, ça a surtout été un axe managérial qui a consisté à libérer l'entreprise. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ça a été la porte d'entrée, c'est-à-dire un travail qui repose sur la confiance envers tous nos parties prenantes, mais surtout la confiance aussi avec les salariés, des salariés vers l'entreprise et de l'entreprise vers les salariés, pour arriver en fait, et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a préparé le terrain pour libérer le corps de l'entreprise, puis après on est passé à une autre étape qui a été libérer le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire être dans une logique finalement de management bienveillant, dans une logique de qualité de vie au travail, dans une logique de bien-être au travail. Ça, c'est ce qu'on a qualifié, nous, de la libération du cœur. Et puis, on a pris conscience, plus tard, il y a 2-3 ans, qu'il fallait passer à une étape suivante. L'étape suivante était l'entrée dans une dynamique, alors j'espère que ça va surprendre personne, mais dans une dynamique d'engagement spirituel de l'entreprise. Spirituel au sens de son engagement. Et c'est là que... justement, la CEC a toqué à notre porte à ce moment-là, nous a plutôt repéré sur la logique de tout ce qu'on avait fait sur le côté social, humain du corpus salarial, c'est-à-dire la possibilité d'être dans une logique de dynamique de travail engageant, favorisant une logique bienveillante qui permet aux gens, à la structure de Haute-Savoie Habitat, d'être effectivement, et notamment par rapport à notre mission d'intérêt général, on est de fait une entreprise à mission depuis 90 ans. C'est la différence puisque la loi Pacte a créé les entreprises à mission, tu l'évoquais tout à l'heure. Là, on est dans une logique où effectivement, quelque part, quand on est une entreprise de logement social, on est une entreprise à mission. De fait, c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans nos statuts, on est dans une logique d'entreprise avec un intérêt général. Donc du coup, la question du sens, la question de l'intérêt ne se posait pas, et à partir de là, on était notamment par rapport à nos locataires, par rapport à notre mission prioritaire, dans une logique d'engagement. Donc la prise de conscience était forte pour nous, était un moment, comment on s'engage, avec une prise de conscience que justement cet engagement-là, il devait nous faire jouer un rôle important, bien sûr pour nos parties prenantes, mais un rôle à l'échelle de la planète, qui fait, de par notre rôle de constructeur, notre rôle de gestionnaire, notre rôle de lien avec nos 20 000 ménages, nos 20 000 locataires, enfin nos 20 000 ménages locataires, donc ça fait 40 000, un peu plus de 40 000 personnes qui, dans le département de la Haute-Savoie, ont un lien par rapport à, je vais dire globalement, la loi climat. Donc on était dans cet engagement-là, on était dans l'identification de ce cheminement vers l'engagement responsable. On a commencé par exemple à le faire il y a plus de 3 ans maintenant sur une logique de questionnement sur notre rôle d'acheteur public, puisqu'on est un établissement public, acheteur responsable, acheteur qui va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on engage, qu'est-ce qu'on achète au nom de la structure, sur lequel on doit se poser la question de la responsabilité, pas simplement le respect du code des marchés publics, c'est-à-dire acheter au moins cher dans un raisonnement économique, mais comment à un moment on s'engage pour le respect de la planète, le respect de l'existence de ce qui se passera demain. Et c'est au moment de cet engagement-là, avec la volonté de notre part de structurer cette notion d'engagement, puisqu'on a créé notamment un poste chez nous qui est là, Ludovic Morava, qui est le chargé de la mise en œuvre de l'engagement responsable au sein de la structure. C'est là que la CEC est venue toquer à notre porte et qu'on s'est dit c'est le bon moment. C'est le bon moment pour aller à la fois partager, pour aller nous engager, continuer
à trouver des outils d'engagement avec les autres, avec les 149 autres entreprises, et puis être dans une dynamique qui nous permet d'aller plus loin et de percevoir tout ce sur quoi il faut avancer. Merci. Alors, je vais repasser le micro à Alexandre pour savoir un petit peu, vous avez entendu parler de parcours, de 6 sessions. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce parcours cette année et ces 6 rencontres? Alors, il se cache beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a 6 Je sessions. crois que j'ai entendu parler de danse, mais je ne sais pas s'il va en parler publiquement. Faut pas dévoiler tous les secrets, dévoiler une partie. Non, il y a 6 sessions en présentiel, effectivement. Donc, ce que je disais, on en a fait 4, mais entre ces sessions, il y a des intersessions qui sont organisées. Alors, que ce soit en visioconférence, il y a des webinaires aussi qui le sont, parce que donc le parcours, je disais qu'il était quand même apprenant, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de ressources, et vous avez entendu parler de gifles à plusieurs reprises. On maltraite pas nos participants, je vous rassure, mais par contre, on leur fait passer, et on passe tous par des phases d'émotions très intenses. On a parlé de la théorie on a appliqué la théorie du U pour la première session. La théorie du U, ça consiste à, du coup, recevoir la gifle climatique, donc vraiment de toucher le cœur de chacun d'entre nous sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique, de voir tous les impacts que ça a, toutes les externalités négatives, y compris donc du coup celles que l'on provoque nous-mêmes en tant que responsable d'activité. Ensuite, on fait quand même remonter vers le haut du U pour montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles et que une fois que le cœur a été sensibilisé à ces sujets-là, on passe sur la mise en mouvement. Et encore une fois, si ce parcours il était effectivement à l'attention plutôt des dirigeants, c'est vraiment parce que on voulait des gens qui soient en responsabilité et qui pouvaient mobiliser leurs entreprises, donc en l'occurrence avec ce binôme. Après, il faut avoir une approche holistique pour traiter de ces sujets-là. C'est ce qui fait aussi la complexité du sujet, c'est que tout est un peu imbriqué. Et quand on dirige une entreprise, il faut à la fois adresser les sujets donc de modèle d'affaires, et ça c'était le parti pris, c'était que on voulait pas traiter que les sujets de RSE, on adresse les modèles d'affaires des entreprises. Et en l'occurrence, on dit qu'il faut les changer. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant, et Romain et Pierre vous en ont parlé, de la manière, ils arrivaient avec leur savoir, tout le monde est arrivé parmi les 150 avec une feuille de route et avec l'impression, bon an mal an, de faire des choses. Et puis on leur a donné une gifle à cette première session en se disant mais là on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je vous ai parlé tout à l'heure des critères de recrutement qu'il y avait. Il y avait aussi quand même des valeurs. Quand on a sélectionné, je vous ai parlé des critères objectifs, subjectifs. Parmi les critères subjectifs, il y avait aussi c'était important que les dirigeants arrivent avec leurs valeurs et cette volonté de s'inscrire dans cette démarche collective. Et c'est aussi comme ça qu'on les a sélectionnés. Il y avait cette volonté de les entendre réagir, nous partager leurs expériences, nous partager leurs feuilles de route. Et puis, nous, on se voit comme des accélérateurs de particules pour pousser les curseurs au maximum et faire en sorte que sur tous les items, donc encore une fois, qu'on parle de modèle d'affaires, qu'on parle de finance, de comptabilité augmentée, de marketing éco-responsable, de gouvernance d'entreprise, d'organisation, que sur tous ces items-là, c'est l'ambition qu'on a sur le parcours, en tout cas, de les adresser pour que les feuilles de route, elles traitent de tous ces sujets-là et que ça donne des plans d'action qui soient encore une fois concrets, qui s'inscrivent dans la durée, avec des indicateurs de mesure, parce que le parcours ne sera réussi que si il permet de montrer qu'il a véritablement de l'impact. Très bien, merci. Du coup, l'idée, c'est de comprendre un petit peu pour vous deux qui l'avez vécu. Donc, 4 sessions sur 6, on disait. Et la première, on a compris qu'il y avait une histoire de gifle climatique, effectivement. Romain, tu as commencé à en parler tout à l'heure. C'est qu'est-ce que ça vous a fait réaliser? Quelles sont les prises de conscience? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi, cette dynamique? On viendra après sur le fond, de concrètement, qu'est-ce que ça ouvre pour vous derrière. Mais déjà, un peu pour comprendre
voilà, en termes de prise de conscience, là Alors, où vous en êtes. ouais, déjà, pour revenir un peu sur l'organisation, enfin, sur la manière dont ça se passe, pour donner un peu de détails, alors, sauf si tu veux garder ça secret sur le truc, je veux rien révéler, mais donc c'est un mélange en fait de conférences, donc de gens d'éminence sur le sujet qui viennent nous parler et nous apprendre des choses, mais aussi après de sessions en petits groupes. Donc on est regroupé en plusieurs types de petits groupes, donc il y a beaucoup de travail qui se font en petits groupes et qui sont hyper enrichissants, parce que c'est des moments d'échange privilégiés entre pairs. Quand je dis pairs, évidemment, je le précise aussi, on est un espèce de groupe élargi, parce qu'il y a évidemment les dirigeants, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Planet Champions, donc c'est une personne qui accompagne chaque dirigeant. Donc toi, Pierre-Yves, tu as le tien ici. Moi, la mienne a préféré ne pas venir pour m'écouter. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, non. En tout cas, on a tous la chance d'avoir avec nous la Planète Championne, enfin ou la Planète Championne, et c'est très enrichissant aussi parce que ça permet d'avoir un relais, ça permet aussi d'avoir son regard, parce qu'on n'a pas toujours en tant que dirigeant le bon regard sur l'entreprise. On a notre regard, mais voilà, d'avoir ça, c'est intéressant. Donc voilà comment ça se passe. Après, quelle était ta question en fait, parce que je réponds à une autre question qui n'a rien à voir, mais Pas de souci. Ce que je trouve intéressant, à la limite, je tire le fil et je te repose ma question derrière, c'était de dire dans cette dynamique-là, il y avait cette logique de pouvoir se parler aussi entre dirigeants, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut même parfois se sentir un peu seul en tant que dirigeant face à l'enjeu de ces sujets. Et donc là, il y avait aussi cette notion entre pairs, comme tu disais, voilà. de collaboration. Ouais, et puis on est vraiment, enfin tu vois, l'esprit qui règne au sein de la CEC, c'est un esprit de bienveillance entre les participants. On ne se juge pas. On sait qu'on est tous différents, on a tous nos points forts, nos points faibles, les sujets sur lesquels on est plus ou moins avancé, d'autres on est complètement en retard. Donc on se juge pas. Et puis les choses sont faites de manière à ce que, dans les petits groupes, on n'a pas de concurrents. Enfin, tu vois, donc on parle très librement. Donc tu vois, on peut se révéler des choses assez confidentielles sur le fonctionnement de l'entreprise et pour autant sans juger. Donc c'est ça qui est bien. C'est ça qui permet d'avancer rapidement. Ça rejoint un peu ma question qui était de dire c'est quoi les prises de conscience et ce que t'apporte la dynamique. Ah voilà la question. Donc les prises de conscience. Donc moi, comme je l'ai dit, hein, j'ai pris une énorme gifle la première fois, à la première session. On avait notamment une des patronnes du GIEC qui est venue nous présenter le rapport. Donc voilà, c'est un petit peu difficile. Et j'ai compris moi dans la première session, j'avais compris en fait les dérèglements du système. Donc ce que j'ai compris dans la première session, c'est à quel point ils étaient en grande partie, je suis désolé si je plombe, hein, mais en grande partie irréversibles, ou en tout cas ça prendra des millions d'années. Il y a déjà des seuils qui sont passés qu'on ne récupérera pas, donc déjà ça c'était un peu dur à assimiler. Et puis de comprendre que en fait le temps passe vite et le temps nous est compté, donc pour réagir avec le bon niveau d'intensité. Voilà, moi ça a été ça mon premier enseignement. Et ensuite, je crois même que tu me disais il y avait des gens qui étaient en pleurs. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des gens pleurer à la première session dans la salle. Ouais. C'est quand même assez. C'était impactant. Après, encore une fois, on n'a pas tous la même histoire. Donc, tu as des gens qui sont arrivés et pour en avoir parlé avec eux, un peu à reculons, tu vois, en se disant bon, je viens, je m'intéresse à la thématique du climat, c'est sympa, et qui à la fin de la première journée étaient ruinés, quoi. Tu vois, étaient vraiment au fond du trou, quoi. Donc voilà. On descend dans le U doucement, mais on va remonter après. On va y aller, ouais. Petit à petit, on va enfoncer le clou. Non, et dans les sessions d'après, alors là, pour le coup, c'est ce que Alexandre a évoqué. C'est devenu très enrichissant parce qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire nous en tant qu'entreprise, donc à la manière dont on pouvait, encore une fois, mieux comptabiliser notre impact, mieux le mesurer, changer nos modèles économiques. Et là, voilà, c'est plein de choses enrichissantes et c'est des bases pour nous de travail pour ensuite amener ça dans nos entreprises et essayer de les faire évoluer. Merci. Pierre-Yves, même question. Oui, enfin moi je dirais, c'est pas des gens qui ont pleuré, c'est on a pleuré. Enfin moi vraiment, moi j'ai pleuré, parce que c'était émouvant et ce qui est émouvant, c'est qu'on n'apprend rien. C'est-à-dire que oui, on se donne, on s'est pris une baffe. Mais comme la Convention citoyenne, je pense, on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'on ressort en se disant « ouais, ça, on le savait ». Ouais, et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui fait pleurer. C'est qu'on sait tout ce qu'on nous dit. On est dans une concentration où on nous le dit avec les plus grands experts. Ceux qui nous le disent, qu'ils le disent que depuis 1970, dans ceux qui nous le rappellent. Les premiers rapports, c'est quand même de ces années-là où on nous disait « on va dans le mur ». Et c'est ça qui fait mal, quoi.
C'est ça qui fait mal, parce que quand on se retrouve en tant que chef d'entreprise en se disant « Ah, on va changer les choses », même si on se dit « Allez, en changeant un tout petit peu, on va accepter d'être dans la position du colibri », et on le fait, et c'est ce que je me suis engagé à faire. Il n'empêche que quand on se retrouve à comprendre que notre rôle de dirigeant, c'est de gérer des paradoxes, là, ça fait mal. Parce qu'on est tous, comme le citoyen qui se rend compte de ce qu'il faut faire, mais qui a du mal à trier ses pots de yaourt, à faire du tri, à faire tout ce qu'il doit faire, et en étant pur, on n'est jamais pur à 100% de ce qu'on engage. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on se regarde avec notre responsabilité de dirigeant, avec surtout notre responsabilité de comprendre. Alors quand on l'a compris, c'est aussi ça qui fait mal, comme le disait Romain, c'est que c'est dur de ne pas ressortir en se disant c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'on fait quand on comprend que c'est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire? Soit on se dit, ce que malheureusement on s'est trop dit jusqu'à présent, si c'est trop tard, on va continuer à rien faire. Tant pis pour nos enfants, tant pis pour nos petits-enfants. Et c'est quand même dur d'essayer de prendre un autre chemin, tout en se disant que c'est trop tard, mais que quand même, ça peut être encore moins trop tard que si c'était vraiment trop tard. Voilà, vous avez suivi. C'est un peu compliqué, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal de se dire, engageons-nous dans un système où on aura fait ce qu'on aura pu. Moi, j'ai trouvé que la première image qui nous est donnée, c'est celle que vous avez sûrement entendue, c'est celle de la voiture dans laquelle on est, la voiture où on accélère et on freine en même temps, on va sur un mur, enfin on fait tout en même temps dans la voiture. Elle va rencontrer le mur, on le sait, mais n'empêche qu'il y a des choses à faire, il y a peut-être à ralentir avant de rencontrer le mur. Alors, je crois même que ça a été jusqu'à certaines personnes qui se sont dit, une fois qu'il y a eu la gifle climatique, mais en fait, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai le droit encore d'exister dans un monde effondré? Qu'est-ce que ça veut dire un monde effondré, etc. Je crois que Romain, tu m'avais dit quelques éléments là-dessus. On va ouvrir après une première partie de questions-réponses. Oui, alors, et je voulais juste rajouter aussi un truc moi, que j'ai trouvé vraiment bien dans l'analyse que faisait la CEC aussi, de pourquoi est-ce qu'on n'agit pas, en fait. Parce que tu vois, c'est ce que tu viens de dire, Pierre-Yves, et je partage complètement. C'est vrai que, si tu veux, tout ça, on peut pas dire qu'on l'ignore. Enfin, on nous le rabâche depuis des années. On l'entend, on l'entend, mais on l'écoute pas, en fait. Donc, c'est bien ça le problème. Et le truc qui est souvent, il faut essayer de comprendre quels sont les freins à l'action, notamment pour les entreprises. Et ça, c'est un truc qui a été assez bien fait, je trouve, dans le cadre de la CEC, notamment au travers de l'identification d'un truc qu'ils appellent le dilemme du prisonnier, qui en gros consiste à dire pourquoi est-ce que, en fait, autour de moi, les gens le font pas. Donc pourquoi est-ce que je vais être le premier à bouger finalement? Donc je vais plutôt attendre que les autres le fassent, puis après je vais me mettre en mouvement. Et donc évidemment, ça c'est un espèce de cercle vicieux dont on aura du mal à sortir. Quelle était ta question? Parce que tu as vu, j'adore parler de trucs qui n'ont rien à voir. C'est bien, tu fais travailler ma mémoire comme ça. Qu'est-ce que je te disais? Oui, certaines entreprises se disaient, est-ce que j'ai encore le droit d'exister? Qu'est-ce que c'est un monde effondré? Oui, en fait alors on a des exemples. Alors Alexandre les connaîtra sûrement mieux que moi, parce que moi j'ai parlé avec pas mal de participants, mais pas tous. Mais tu as des gens qui, en caricaturant, qui fabriquent des camions au diesel qui transportent du pétrole. Donc, toi, quand tu fais ça comme métier et que tu arrives à la CEC et qu'on te dit il va falloir transformer ton modèle pour le rendre régénératif, tu peux te gratter le menton quand même un moment avant de comprendre ce que tu dois faire. Donc effectivement, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit après la première session, voilà, si je veux vraiment faire quelque chose, je ferme en fait. C'est la seule solution. Mais après, il y a eu des lueurs d'espoir qui sont arrivées, puisqu'on a vu un certain nombre de conférenciers très brillants. Je donnerai un exemple qui a été cité pendant la CEC, mais qui est vraiment bien, qui est l'exemple du fabricant de pneus qui vend des pneus. Et donc, il vend des pneus, et donc les pneus, ça pollue. C'est pour équiper des camions qui polluent, des voitures qui polluent, etc. Et comment est-ce qu'il peut faire évoluer son business model en gardant son business, mais en même temps en le rendant régénératif? Il arrête de vendre des pneus et il loue des pneus au kilomètre. Et donc, il a intérêt à ce que ces pneus durent le plus longtemps possible. Il a intérêt à récupérer ces pneus, à les recycler, à les réparer, etc. Et donc, tout en gardant son activité de base, qui est le cœur de son modèle, qui est en fait de fournir des pneus, il passe à fournir l'usage au lieu de fournir l'objet. Donc, ça, c'est un genre d'exemple, mais qui montre que même quand ton business de départ, il est vraiment terrible, entre guillemets, par rapport au constat climatique, il peut exister quand même des solutions. On rentre déjà dans la circularité. Je voudrais qu'on fasse un petit premier temps de questions-réponses. On va évidemment parler après du fond et de comment vous
quelles sont les pistes pour transformer vos modèles économiques, mais je voudrais voir déjà s'il y a des questions dans la salle par rapport à cette dynamique de la CEC, cette gifle climatique et ce parcours des dirigeants. N'hésitez pas à lever la main. En bas, et puis il y en aura une autre. Alors, attendez, on va vous donner le micro, parce que comme c'est en replay, je vais vous demander de vous présenter, nom, prénom, votre structure, et puis votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Catherine Banazzi. Moi, je représente un collectif de travail à temps partagé. Et ma question, c'est savoir, est-ce que vous avez invité au CEC des dirigeants politiques? Alors, non. Est-ce qu'il y a eu des dirigeants politiques invités à la CEC? Non. Au départ, le parti pris de la CEC, c'était de faire un parcours pour des dirigeants d'entreprise. Et venant tous du monde de l'entreprise, c'était le choix qu'on avait fait initialement. Après, il faut bien voir que le parcours de la CEC, c'est un parcours qui est aussi en work in progress. Hein. Il y a des choses qu'on fait évoluer au fil du parcours. Et typiquement, ce sujet en tout cas d'informer les travaux et de partager les travaux de la CEC au fur et à mesure à des dirigeants politiques, ça par contre c'est quelque chose qu'on a décidé de faire en se disant qu'on ne voulait pas reproduire les erreurs de la CCC qui avaient été initiées par les dirigeants politiques et qui ensuite avaient présenté ces propositions à la fin du parcours. Nous on a choisi l'option de partager des propositions au fur et à mesure aux dirigeants de tous bords, puisqu'on est évidemment transpartisan au sein de la CEC. Merci. On avait une autre question. Grésille ou pas? Non, c'est bon. Bonjour, Clara Bardou, Kumquat Campus, l'école de la reconversion écologique à Annecy. Merci pour vos interventions. Juste avant d'aller justement dans le dur du sujet, et parce que je vois monsieur ému, je me permets d'intervenir. En fait, pourquoi on ne va pas tomber dans le vulnérabilisme de l'impuissance? Pourquoi on est tous là ce soir? On va trouver des solutions, on en est certain. Est-ce que ça va fonctionner? Personne ne le sait. Mais je pense qu'on est tous là parce qu'on veut être digne, non? Et ça, je trouve que c'est quand même un beau message d'espoir pour tout le monde, de se dire, on va peut-être pas tout le temps réussir. L'éco-anxiété, il y en a qui l'ont un petit... Enfin, il y a des personnes qui ont passé des années, en fait, à travailler dans la cause, et pourtant, 20 ans après, ils disent, oh, c'est bon, tout va bien, ce que vous disiez. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ça peut nous rattraper. Et au final, on fait tous ça pour faire du maximum, enfin, tant qu'on peut, à notre petite échelle. Et en tout cas, je trouve que déjà, ce que vous faites, c'est beaucoup, monsieur, non? Je ne sais pas, en tout cas, c'est pas assez. Enfin, il faut faire plus. Mais je crois que en parlant de l'échelle, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans l'approche CEC, c'est qu'on a l'impression, quelque part, dans nos stratégies de dirigeants, qu'on n'est pas tout seul, et que les autres à côté, je vais reprendre les 149 autres, nous aident à voir clair et nous aident à être conscients du chemin qui reste à faire. C'est-à-dire que globalement, on ressort, bon, on le citera tout à l'heure dans les exemples, je pense, mais moi, mais aussi c'est mon fonctionnement, à chaque fois que je sors de ces 2 ou 3 jours où on passe ensemble, je vois comment on peut le transformer dans l'organisation. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais peut-être que l'ampleur de la tâche, s'il n'y avait pas la dynamique des 149 autres, ne me permettrait pas de donner la même énergie à l'entreprise et de dire, bah voilà, à partir de demain, on va faire ça. Je vais donner un exemple, hein, en sortant de la 2e ou 3e session qui était plus sur les nouvelles boussoles, c'est-à-dire comment on mesure, où on s'oriente. Je suis ressorti en me disant, mais bon sang, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Il faut qu'on arrête nos directions financières. On n'a plus besoin de direction financière. On a aujourd'hui besoin d'une direction des valeurs qui va mesurer dans différentes valeurs, la valeur sociale, la valeur financière, bien sûr, et la valeur écologique. Où est-ce qu'on en est et quelle est notre part de contribution et d'alimentation sur une économie régénérative? C'est ça qu'on cherche dans le cadre de la CEC, faire en sorte que nos entreprises soient en capacité d'être dans la mise en œuvre d'une économie régénérative. Si on n'était pas 150, s'il n'y avait pas le dynamisme de la CEC, je pense qu'on n'y arriverait pas. Merci. Il y avait une autre question en bas et puis une autre en haut.
Bonjour, Isabelle Lacour, Association Lead. Moi, j'avais une curiosité sur comment vous avez choisi les 150 participants parmi les 500, sur quel type de critères et comment vous gérez un petit peu cette richesse de ce groupe de 150 personnes qui va ressortir un super groupe, en fait. Je crois que c'était sur le Pour physique, résumer. mais je vais te laisser répondre, Alexandre. On avait dit qu'on le disait pas. Non, donc en dehors des critères de représentativité INSEE dont je parlais tout à l'heure, et puis encore une fois des états d'avancement, il fallait vraiment qu'on ait des dirigeants qui arrivent avec sincérité. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur les valeurs, les deux valeurs qu'on a beaucoup mis en avant dans la CEC, c'est celle d'exigence vu la nature des enjeux et de bienveillance, parce que comme le disait tout à l'heure Pierre-Yves, on ne sait pas tout et il y a plein de choses sur lesquelles on a besoin d'échanger entre nous et de le faire avec humilité. C'est pas la même chose de faire la transition écologique d'une entreprise qui fait de la distribution de produits pétroliers, et il y en a dans la CEC, que de faire la transition d'une entreprise qui est déjà native dans la transition parce qu'elle finance des projets agricoles éco-responsables, par exemple. Autre exemple de participants dans la CEC. Donc voilà, on voulait vraiment avoir cette diversité de profils. On s'était même rajouté des critères supplémentaires. On voulait une parité de dirigeants. Alors, selon l'INSEE, il y a 24% de dirigeantes sur l'ensemble des entreprises françaises. Donc, on a au final atterri à peut-être 35% sur l'atterrissage du panel. Mais en tout cas, on trouvait que ça aurait été un chouette message de réussir à avoir un panel à parité homme-femme dans les participants. Merci. Il y avait une autre question. Merci. Ça marche ? Bonsoir, merci beaucoup. Caroline Motte, je suis professeure à l'Université Savoie-Mont-Blanc, à l'IAE. Et en fait, je m'interroge sur est-ce que vous auriez des exemples un petit peu concrets de ce business model régénératif ? C'est-à-dire que sur l'économie circulaire, par exemple, il y a toujours une ambiguïté parce que, par exemple, là, à l'entrée, vous présentez les 7 piliers. Bon, en ce moment, j'anime un jeu qui est très intéressant, justement, sur l'économie circulaire, mais c'est plus sur la circularité, en fait, du modèle. C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise fait pour réutiliser, pour faire du remanufacturing, etc. Et ma question, en fait, c'est quelle est... Enfin, à partir de quand est-ce qu'on parle de modèle régénératif et qu'est-ce qui démarque un modèle régénératif d'un autre, etc. Très bien, ça nous permet d'enclencher sur la deuxième partie, plutôt de la conférence, sur la partie effectivement business model. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle régénératif ? Merci Caroline. Alors, en fait, on a mis 4 étapes sur le parcours pour la transformation des entreprises. La première, on est sur le business as usual. Donc en gros on ne change rien, on reste sur un modèle de croissance économique de l'entreprise avec des indicateurs purement financiers et on pilote nos entreprises comme ça. Ensuite on passe sur l'entreprise responsable, où là on a des politiques RSE qui sont engagées, où on essaye de limiter les externalités négatives de nos activités. Tout le monde, ça parle à tout le monde, externalités négatives ? Les impacts, en gros les impacts que l'on a sur l'environnement, et c'est aussi des impacts sociétaux. On parle beaucoup environnement, mais quand on parle transition, et l'un des objectifs que l'on a dans la CEC, c'est de réconcilier économie, écologie et tout ce qui est enjeux sociaux. L'étape d'après, c'est l'entreprise contributive, c'est-à-dire que non seulement on arrive à restreindre fortement ces externalités négatives, mais on arrive aussi à avoir des externalités positives. Et le Graal, si je puis dire, c'est vraiment l'entreprise contributive qui effectivement régénère l'environnement. C'est-à-dire que non seulement toute activité humaine, elle nécessite de consommer des ressources, de produire de l'énergie, enfin de consommer, pardon, de l'énergie. Maintenant, on peut aussi régénérer les environnements, que ce soit sur la biodiversité, sur les sols, sur tout ce qu'on utilise, sur l'eau, pour limiter tout son impact, voire régénérer les environnements dans lesquels l'entreprise évolue. Donc, donc à date, la session 4, elle était de
poser le cadre des feuilles de route pour que les entreprises toutes s'inscrivent sur cette trajectoire. Encore une fois, ça ne va pas se faire ni en un claquement de doigts, ni par la baguette magique, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Il y en a qui entrevoient des pistes pour régénérer les environnements dans lesquels elles évoluent. Pour d'autres, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. On est plusieurs, par exemple, entreprises de services numériques, on est 6 ou 7, par exemple, à être dans la CEC en tant que participants. La question régénérative, celle qu'on se pose, qui doit faire que nos business models permettent de devenir des entreprises régénératives, on est plusieurs à coincer dessus. Et c'est pas grave de coincer dessus. L'important, c'est qu'on cherche des pistes d'amélioration, de réflexion. Après, on pourra voir si Pierre-Yves et Romain, savent sur quelle trajectoire ils sont aujourd'hui, de le partager. Mais en tout cas, il y a un cap à prendre. Ensuite, Pierre-Yves va parler des boussoles, donc de quels indicateurs on met en place et de quelles actions, quels leviers on active pour se mettre sur cette trajectoire-là. Alors justement, rentrons un peu dans le concret. Pour vous, Romain, Pierre-Yves, je ne sais pas lequel veut répondre en premier, c'est quoi les remises en cause que ça a mis au niveau de votre business model et comment vous vous alignez vers une trajectoire peut-être plus régénérative? Ouais, alors je rejoins d'abord Alexandre. Effectivement, d'abord c'est très compliqué, donc il ne faut pas donner l'illusion que c'est une démarche qui est très simple, que la transition se fait en douceur et que d'ici 6 mois on aura tous un modèle régénératif, parce que c'est pas du tout le cas. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, un ordre de timing, nous notre horizon de modèle régénératif c'est 2030. Alors ça paraît extrêmement loin, hein, donc voilà. Bon, en tout cas, tout ça pour dire il y a du boulot. Nous, on est en fait dans une phase, on n'a pas encore complètement compris comment il fallait qu'on fasse évoluer notre modèle pour devenir régénératif. Pour l'instant, on a des pistes. Je vais vous les donner après, mais juste pour vous dire où on en est aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est, on va dire, en responsable et contributive, plutôt vers contributive. Et donc, en fait, ce à quoi on s'attelle en ce moment, c'est réduire au maximum nos externalités négatives. Donc, c'est voilà ce genre de démarche. Alors, ça justement, ça rejoint Solucir parce que ça passe par beaucoup de circularité. Donc, typiquement, dans notre cas où on est des vendeurs de produits, on commence à mettre en œuvre, et ça sera très bientôt en ligne, la possibilité de louer les produits plutôt que de les acheter. Donc, d'avoir des démarches comme ça de cycle de vie des produits qui ensuite basculent dans des offres de seconde main pour en tout cas faire en sorte qu'un produit puisse servir à beaucoup plus de personnes et à une durée de vie beaucoup plus longue. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Nous, on a un gros problème en tant que e-commerçant qui est celui de l'impact carbone des livraisons. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet-là. On mène un projet avec d'autres e-commerçants pour essayer de construire une solution de livraison qui soit totalement décarbonée, ce qui n'est pas simple parce que ça implique un certain nombre d'acteurs publics comme le fret SNCF et c'est très compliqué de les faire bouger. Donc voilà, et bon, je pourrais vous citer plein d'autres initiatives comme ça qu'on mène dans cette direction-là. En tout cas, on n'y est pas encore, on le sait qu'on n'y est pas. On se fait aider, ça c'est important parce que c'est aussi une des choses qu'on a compris dans la CEC, c'est que notre pays regorge d'experts qui sont très forts et très à la pointe de ces domaines-là. Et donc, ça nous a permis de les connaître. Et donc, on en fait intervenir un certain nombre maintenant pour essayer de nous aider. Après, voilà, si je dois vous citer comme ça, de façon très évasive et très lointaine, les pistes qui nous intéressent en termes de régénération, c'est évidemment d'avoir une dimension beaucoup plus locale, donc de nous rapprocher beaucoup de la production. Aujourd'hui, nous, on est simplement un distributeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ton modèle actuel de distribution? Nous, on est un distributeur e-commerce classique. Enfin, on est à la fois un e-commerçant classique et une place de marché. Donc, on a des entrepôts dans lesquels on stocke des produits qu'on expédie à nos clients. Et on a également des vendeurs. Ils sont répartis sur les territoires. Voilà, plusieurs sur chaque territoire national. Exactement. On a un entrepôt par pays et on envoie dans le pays des commandes. Et puis, on a maintenant aussi des vendeurs qui viennent sur notre site pour vendre des produits et qui eux-mêmes les expédient. Donc voilà, on sait que le bilan carbone de tout ça est pas génial. Pendant longtemps, on s'est consolé en disant que les produits étaient éco-responsables et bio, donc c'était super. Et c'est vrai que quelque part, c'est aussi super parce que ça permet à des gens, on sait qu'on a converti des gens à des modes de consommation plus responsables, donc c'est quand même positif. Ça démocratise. Ça fait partie des externalités positives, on va dire. Mais voilà, donc on travaille là-dessus. Et les pistes, c'est se rapprocher de la production. On est très intéressé aussi par l'éducation parce que c'est quelque chose qu'on fait en fait dans la on produit beaucoup de contenu pour essayer d'expliquer les enjeux, pour essayer d'expliquer les alternatives qui existent de consommation. Et donc voilà, pour l'instant il n'y a rien de concret, donc ça reste très vague, mais un modèle qui
qui serait beaucoup plus local, donc beaucoup plus proche de la production, peut-être imbriqué, parce que souvent les transformations de modèle, c'est aussi changer la nature des relations qu'on a avec les parties prenantes de son modèle économique. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des relations fournisseurs-distributeurs. Peut-être que tout ça, ça sera amené à se réunir, donc d'être très proche de la production avec de l'éducation. Voilà, bon, c'est des grands sujets pour l'instant qui sont assez peu définis. En tout cas, c'est vers là qu'on regarde aujourd'hui. Merci. Pierre-Yves ? Oui, alors, je vais reprendre ce qu'a dit Romain aussi. Oui, c'est pas simple. Ça répond aux questions à la fois qui étaient posées sur l'échelle, à la question de Madame, sur les références d'ailleurs au niveau pédagogique. C'est intéressant de regarder ce qui s'est fait. Peut-être que Christophe Sampels, ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un qui a créé quelque part un modèle économique de l'économie régénérative. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement, c'est intéressant d'aller creuser ce qu'il a fait dans un centre qui est aussi une école, qui s'appelle LUMIA, L-U-M-I-A, qui est dans le sud de la France et qui était un des intervenants d'ailleurs, un des experts qui est intervenu pour flécher sur ce modèle régénératif-là, qui est aussi un centre de recherche, c'est-à-dire qu'il engage des actions de recherche au plan international pour aller voir ce qu'est le modèle, le business model régénératif. Et donc, c'est pas simple d'arriver en sortant, même quand on a à peu près compris où est-ce qu'on devrait aller, mais vous entendez dans les différentes interventions qu'on a pu avoir tous les trois qu'on n'est pas sûr de bien comprendre non plus ce que c'est que le vrai modèle régénératif. Est-ce que c'est ça qui est important ? Ce qui est important, c'est d'être dans une logique d'avancée, et c'est l'autre question sur l'échelle. Même si on se dit que finalement on avance un petit pas, au moins on aura avancé là-dessus. Et moi, sur cette logique de l'approche globale régénérative, j'ai pris conscience, notamment quand on est un organisme de logement social comme nous, que notre travail, il n'était pas qu'en interne, il était par rapport à tout ce qui existe au niveau de nos autres parties prenantes. C'est-à-dire que quelque part, je vous ai dit en introduction que notre positionnement en termes d'entreprise, de travail collaboratif, de travail qui donne l'intelligence collective, parce que les salariés ont acquis ce mode de travail en mode participatif, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de suggérer ensemble, là on est en avance. Par contre, prendre cette avance pour aller faire travailler nos autres partenaires, et notamment les collectivités locales, qui sont à la base de qu'est-ce que c'est que si je prends une opération immobilière, quand on travaille sur un quartier, aujourd'hui, il faut apprendre à travailler en mode économie régénérative. Et ça, personne ne sait le faire aujourd'hui. Et c'est le problème des politiques urbaines, c'est le problème de ceux qui portent la politique, et nous, on est un tout petit acteur qui va accompagner cette prise de conscience-là. Alors ça paraît tout bête à dire, mais je peux vous dire par exemple que sur Annecy, on essaye d'accompagner les élus pour leur dire, avant de parler des immeubles, de la hauteur des immeubles, de voir ce qu'on va faire à tel endroit, essayons de se poser la question de comment on peut mettre en place une logique opérationnelle, de réflexion préalable, de concertation, mais pas de la concertation simplement en se disant on fait de la concertation démocratique parce qu'on va poser des questions aux gens. Non, c'est un travail de comment on construit ensemble une économie régénérative qui devient opérationnelle sur l'acte de construire en l'occurrence. Et ça, c'est compliqué. Mais on va y arriver, avec notamment l'intervention de Christophe Sampels, qui viendra prochainement à Annecy pour nous aider à accompagner les élus dans cet acte de construire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, la réponse, vous ne la trouvez pas seule, c'est qu'à chaque fois, elle est liée à l'écosystème, que ce soit son écosystème collectivité, tu as parlé de la partie fournisseur, quelle est l'échelle qu'on veut adresser, est-ce qu'on est au niveau national, est-ce qu'on est au niveau local, comment on... Et juste un petit truc pratique que j'ai appris à la CEC, mais qui est assez intéressant comme exercice intellectuel, c'est d'essayer d'imaginer son entreprise dans un monde effondré. Donc on essaie de réfléchir, on se met... Donc dans un monde effondré, donc dans 2 ans. Ça veut dire quoi un monde effondré en fait? Ça Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement c'est très abstrait. Ça veut dire dans 2 ans, donc il n'y a plus de pétrole du tout, le litre à la pompe vaut 15 €,
les dérèglements climatiques s'enchaînent, etc. Bon, je dramatise volontairement parce que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais bon, voilà, imaginons-nous, disons en 2030, dans un monde effondré, où il n'y a plus de pétrole, ou très peu, où la situation climatique est dramatique, ben, qu'est-ce que devient votre entreprise, son activité, quel est son sens, comment est-ce que vous... Et ce petit exercice intellectuel est assez intéressant parce que ça permet de bien comprendre justement ce qu'on appelait tout à l'heure les externalités négatives, et puis un peu, voilà, ça donne des pistes pour comprendre. Quelle était donc ta question? Maintenant, je reviens. Je te laissais rebondir par rapport à Pierre-Yves. C'est tout, hein. Ouais. C'est bon, ok. Du coup, Alexandre, peut-être tu as d'autres exemples à nous partager sur cette logique de régénération? C'était plutôt sur la question, j'ai pas donné un élément sur la partie politique, je l'ai fait sur quelque chose de très descendant, alors que j'espère que c'est ce que vous retiendrez du parcours de la CEC, c'est justement pas quelque chose de top-down, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. Et j'ai eu une question tout à l'heure sur l'implication des dirigeants politiques dans le parcours de la CEC, donc ils ne sont pas participants, en revanche, on partage des travaux et on s'enrichit aussi des travaux qui sont faits, parce qu'il y a aussi beaucoup de modifications de textes de loi, de réglementations qui sont lancées, que ça vienne de l'Europe ou que ça vienne du gouvernement. Et c'est des choses, on ne veut pas réinventer la roue avec nos participants dans la CEC. Donc c'est aussi important de partager les travaux. Il y a certains sujets qui sont amendés, d'autres qui sont en cours de discussion. Il y a des lois qui sont votées. Et là aussi, de savoir, moi j'en ai une qui me concerne directement, celle de novembre dernier, la loi RIN, qui du coup, il y a un parcours de sensibilisation, par exemple des écoles de l'enseignement supérieur, notamment d'ingénieurs, ça devrait être généralisé pour tous, sur les sujets liés au dérèglement climatique. Et ça, c'est des travaux qu'on veut faire, des informations qu'on veut partager aussi à nos participants, parce que ça les nourrit dans leur réflexion, de savoir les initiatives qui existent, de pouvoir les diffuser partout, qu'elles soient politiques ou d'autres dirigeants. Ça peut être aussi des dirigeants économiques, évidemment. C'est des exemples qu'on souhaite partager, diffuser et à qui on veut donner la plus grande résonance. Est-ce que tu as d'autres exemples d'entreprises, du coup je reviens sur ma question, qui se posent des questions sur cette logique de régénération et pour lesquelles ça ouvre des pistes d'action, où on est encore peut-être un peu trop tôt, il faut qu'on se revoie dans 6 mois? Alors oui, et puis il y a des pistes qui paraissent des très bonnes idées, puis sur lesquelles on revient. Tout à l'heure, on a parlé des camions. Alors je vais pas le défendre parce que il n'a pas besoin de moi pour le défendre. Mais Renault Trucks fait partie effectivement des participants de la CEC. Dans les exemples de modèles d'affaires, alors régénératif, pour l'instant, lui, la transformation de son modèle économique, elle n'est pas régénérative. En revanche, il y a vraiment une étape de fait il a conscience qu'il va devoir réduire la production de ces camions à l'avenir, que ça va plus être possible. Et donc, l'exemple de transformation de son modèle d'affaires qui a été pris, c'est de se dire, s'il produit moins de camions, comment il va compenser le chiffre d'affaires, et puis comment on va compenser aussi les emplois qui vont potentiellement être perdus. L'une des pistes, en tout cas de réflexion, c'est de se dire, si il y a moins de camions qui roulent sur les routes, ça veut dire que l'entretien, donc les budgets qui vont être alloués pour l'entretien des routes vont être moins importants. Ces sommes qui ne sont pas dépensées, elles peuvent servir typiquement à avoir des externalités positives. Donc c'est une piste qu'il est en train de creuser, et quand je vous dis de creuser, c'est pas une idée folle qui est comme ça tombée du chapeau, c'est des choses qu'ils étudient en comité de direction, parce qu'on dit beaucoup que le parcours de la CEC, c'est un parcours pour les dirigeants, mais de faire bouger la tête de l'entreprise, c'est presque le plus facile, si je puis dire. Ce qui est compliqué, c'est d'embarquer les équipes, d'embarquer les COMEX, d'embarquer aussi, c'est aussi le cas, je pense, pour Romain. On a des actionnaires, et toi aussi d'ailleurs, Pierre, tu as un actionnaire qu'il faut aussi convaincre de la nécessité de regarder autre chose que les indicateurs financiers. Donc c'est l'ensemble de l'écosystème. Quand on parle de bascule systémique, c'est vraiment l'écosystème qu'il faut qu'on fasse shifter depuis le haut donc les actionnaires, les investisseurs, nos clients, nos fournisseurs et tous nos salariés. Et comment vous y prenez alors concrètement? Parce que je sais que c'est des questions que se posent régulièrement les entreprises, de celles qui doivent faire de la transition, en se disant, parfois on a l'impression d'être un peu démunis
face à l'ampleur de la tâche d'un côté et l'ampleur des personnes à embarquer de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse à travers cette CEC qui sont fournis? Alors, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que Une solution miracle? Non, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, là, encore une fois, je pense que le premier pour moi, ce que je retiens de la CEC, c'est que c'est d'abord la nécessité de faire un constat lucide sur son entreprise. Voilà. Comme moi, on peut se leurrer pendant des années, penser qu'on a plein d'externalités positives et qu'on est super. Et je vous le dis en toute transparence, quand je suis arrivé à la CEC, j'étais relativement prétentieux. Je regardais un peu les autres en mode, bon, eux, ils connaissent pas bien ces sujets-là, moi je connais bien. Et au bout de quelques sessions, j'ai l'impression d'être parmi les plus nuls, que les autres ont vachement avancé et que moi j'ai pas encore suffisamment avancé. Donc d'abord première chose, je pense, c'est être capable de faire un constat lucide et sincère sur son entreprise. Ensuite, je pense que le fait d'embarquer son entreprise est vraiment important. Alors, on a évoqué tout à l'heure la notion de raison d'être. La raison d'être, c'est quand même une colonne vertébrale qui est importante pour une entreprise, qui permet à tout le monde de comprendre où on veut aller. Et justement, dans les transformations de modèles économiques à venir, avoir cette colonne vertébrale à laquelle on peut se rattacher, à laquelle tout le monde s'identifie, c'est quand même un élément extrêmement important. Donc, engager tout le monde autour de cette raison d'être. Et puis ensuite, non, enfin, comme on l'a dit, c'est compliqué, quoi. Hein, c'est des démarches qui sont compliquées. Donc, chaque cas est différent, chaque cas d'entreprise est différent. Donc, moi, je pense que ce que j'ai appris, c'est que l'échange avec les pairs est fondamental. C'est là que tout à l'heure tu l'as dit. Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, tu vois, on apprend beaucoup en discutant avec les autres. Et aussi, ce que je me répète, il y a des gens très forts dans ces domaines. Et il ne faut pas hésiter à aller les voir, à parler avec eux, à comprendre ce qui se fait. On a aussi ces gens-là, ils ont aussi la capacité d'avoir connaissance de plein de modèles qui existent en France, mais aussi dans d'autres pays. Et donc de pouvoir se nourrir de tout ça, ça peut donner des idées sur la façon dont on doit faire évoluer son entreprise. Mais malheureusement, il n'y a pas de formule magique qu'on pourrait tous appliquer pour aller dans le bon sens. Sinon, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Oui, moi je rajouterais, mais c'est ce que disait Alexandre, hein, c'est bien sûr les actionnaires, etc., et la totalité des parties prenantes. Je vais illustrer par un exemple, parce que une des dernières lubies, alors j'ai plusieurs collaborateurs, donc vous avez le droit de sortir, parce qu'ils vont encore se dire que des fois j'ai des idées un peu bizarres. Mais il se trouve qu'en sortant de la CEC, et puis en voyant un film que je vous recommande, qui s'appelle Kiss the Ground, qui est un film qui porte sur la régénération des sols. Et là, je me pose la question de dire, nous, on en a des sols quand on a des immeubles, on a 20 000 logements, et on a l'équivalent en espace, qui s'appelle espace vert, mais donc en espace non construit, de 50 terrains de foot. Donc c'est pas mal quand même dans le département de la Haute-Savoie. Un objectif tout simple que je leur ai assigné, c'est de dire, l'année prochaine, donc dans un an, on réduit nos tontes de gazon, enfin d'herbe, de 90%. Alors là, c'est bon, vous pouvez réapplaudir parce que c'est pas mal. Merci. Mais l'ensemble de nos 20 000 locataires ne vont pas applaudir. C'est ça, tout le travail qu'on évoque en disant, c'est facile pour le dirigeant de dire, dans un an, on va réduire nos tontes de 90%. Tout le travail de communication, de sensibilisation, de partage, de diffusion, ça, c'est le boulot des équipes aujourd'hui et c'est le gros boulot des parties prenantes, de toutes nos parties prenantes, parce que le locataire qui n'est pas content, il va aller voir les élus en disant, c'est quoi ce bailleur qui n'entretient pas ces espaces verts? Alors, je suis un peu plus sensible. Hier encore, je me faisais cette réflexion. Je vois quand même, il y a des élus ici, j'en vois certains, je vois que les espaces verts sont moins tendus. Je pense qu'on est un peu en retard dans certaines communes, mais quand même, j'ose croire qu'on est un peu plus ouvert sur les pâquerettes qui vont sortir un peu plus, sur l'accueil des abeilles, etc., etc. Tout ce que dit bien la régénération des sols, tout ce qu'on doit engager, qui est une base minimum. Mais que de travail, de sensibilisation, de partage et de communication avec la totalité des parties prenantes. Ce n'est pas nos actionnaires là, qui vont nous gêner, c'est les élus, c'est les locataires, c'est tous ceux qui vont penser que, sous prétexte du développement durable et de la régénération des sols, on fait bien passer n'importe quelle pilule.
Et ça, c'est notre carence politique qui nous a fait oublier aussi toute cette priorité sur laquelle il faut qu'on aille vite, prioritairement. Et bon, je ne vais pas revenir sur le débat politique actuel du moment, mais on l'a quand même oublié, y compris dans cette campagne. Alors, ça nous donne quelques exemples effectivement de pistes pour aller vers des modèles régénératifs. On voit qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute faite, mais elles sont toutes à construire. Ça me fait forcément penser à l'exemple d'Interface. Pour ceux qui nous ont suivis l'an passé, on avait eu une interview de cette entreprise qui a décidé en 1994 d'avoir zéro impact sur l'environnement en 2020 et qui vend des dalles de moquette. Donc pareil, vraiment issues du pétrole et qui aujourd'hui ont atteint leur objectif et vont vers de la régénération. Voilà, donc ça montre que c'est des pistes possibles, ça ouvre la voie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1994, quand Ray Anderson a posé cette vision, en fait, de zéro impact en 2020, il n'avait aucune idée de comment l'atteindre. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça qui est intéressant dans la dynamique qu'on propose aussi pour embarquer nos parties prenantes, c'est du coup de leur proposer une part de challenge, d'ambition, de rêve pour trouver des solutions, parce que effectivement, à ce moment-là, du coup, ça a pu stimuler des ingénieurs qui ont trouvé des solutions, qui ont réduit l'impact, etc., etc. Du coup, donc chez Solutir, on est forcément intéressé par tous ces sujets. Mais du coup, on a le prisme de la circularité. La circularité, elle se positionne comment par rapport à ces sujets de régénération? Pour nous, c'est un des outils. C'est pas le seul. Quand on parle de changement de business model, on n'a pas trop parlé de sobriété, mais on en avait parlé dans la préparation en se disant que de toute façon, il y a une question de qu'est-ce qu'on consomme, comment on optimise la gestion de nos ressources. Et donc, l'économie circulaire peut être un des leviers, pas le seul, mais un des leviers. L'économie circulaire, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est comment on fait pour avoir la meilleure gestion possible de nos ressources avec une durée de vie la plus longue possible, la plus allongée possible. Du coup, par rapport à ça, Romain, tu as déjà commencé à parler un petit peu de cette logique de location plutôt que de vendre l'usage. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une manière d'allonger aussi la durée de vie du produit. Donc, c'est juste de comprendre, est-ce que voilà, il y a des pistes qui s'ouvrent vers cette logique de circularité qui nous est chère. Ouais, mais je voudrais dire un truc qui n'a rien à voir avec la question avant, c'est possible ou pas? Non, parce que la discussion m'a fait penser à quelque chose qui est important. Il y a quand même un truc autour de l'imaginaire qu'il faut réussir à faire évoluer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait bouger les imaginaires? Puisqu'aujourd'hui, on vit tous encore dans des imaginaires qui sont plus du tout adaptés à la situation de la planète. Donc, et c'est ça le gros enjeu. Tout à l'heure, Pierre-Yves parlait, c'est ça qui m'y a fait penser. Comment est-ce qu'on fait passer aux locataires l'idée que c'est bien en fait de pas tondre les pelouses? C'est changer l'imaginaire. Lui, son imaginaire, c'est j'habite dans un immeuble, les pelouses sont parfaitement tondues et c'est ça qui est bien. Et ce changement d'imaginaire au niveau global, c'est vraiment le plus gros enjeu qui est devant nous, parce que quand les gens, alors j'ai un exemple terrible en tête que je vais vous dire, mais en plus ça me gêne de le dire, mais on était dans une réunion du mouvement Impact France, dont on fait partie aussi. Et donc c'était un truc conjoint Impact France CEC. Et donc on parle de climat, d'enjeux climatiques, et à un moment il y a un jeune entrepreneur du mouvement Impact France qui était là. On lui dit qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette discussion, et on lui donne le micro. Et donc on lui disait qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces discussions autour de l'environnement, en fait, c'est ça la question. Et il dit nous les jeunes aujourd'hui on a tous envie de devenir milliardaires et c'est ça qui nous motive. Et donc on s'est regardé un peu en se disant il y a quand même du boulot encore, parce qu'effectivement il faut qu'on réussisse à faire évoluer ces imaginaires. Je jette pas la pierre parce que lui, il avait un parcours de vie très particulier, il avait réussi à s'en sortir, il était très jeune, très entrepreneur, etc. Donc c'était un peu un piège aussi quand même de lui poser cette question, mais en tout cas tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse changer les imaginaires. Et donc on en revient à la question sur la location, c'est ça? Oui, mais du coup, j'ai presque pas envie de te la poser, parce que effectivement, le sujet des imaginaires est... D'accord, je suis puni quoi, c'est ça? Ok, donc je passe le micro à qui? À Alexandre? Non, comme vous voulez. Non, sur le sujet des imaginaires, je sais pas si vous voulez réagir peut-être l'un ou l'autre sur le sujet. On reviendra après à la circularité. Il est fondamental, le sujet de faire prendre conscience que pour accélérer la transition écologique, c'est de nous tourner vers un futur souhaitable, un futur désirable. Sinon, on n'y arrivera pas. Si la promesse d'accélérer la transition écologique, c'est que vers des choses qui sont extrêmement négatives, on n'embarquera pas beaucoup de monde avec nous. Et tu as parlé de sobriété, Audrey, c'est fondamental.
on peut parler décroissance, et là, on va crisper un certain nombre de personnes, je pense, dans l'Assemblée. Il y a des sujets qui sont encore tabous. Peut-être que l'un des moyens d'accélérer la transition et de faire en sorte qu'on arrive à faire shifter les business models des entreprises, c'est de rendre, peut-être de ringardiser les business models qui ne seraient que sur de la rentabilité purement financière, sans prendre en compte effectivement les modèles régénératifs, sans les valoriser et sans faire prendre conscience que pour chacun d'entre nous, c'est peut-être aussi un monde qui a plein de vertus, qui est très souhaitable, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter aussi les uns aux autres, parce que c'est aussi, ça fait partie des choses qu'il y a d'autres moyens de rêver que d'acheter le dernier smartphone ou de refaire sa garde-robe tous les 6 mois, qu'il y a plein de choses qui sont hyper gratifiantes, hyper valorisantes et qui permettent de nous reconnecter les uns aux autres et qui du coup donnent envie de se projeter dans ce monde-là, qui n'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui dont on est juste en train de planter les graines. Tout à fait. Pierre-Yves, et puis on refait une session de questions-réponses. Oui, sur l'imaginaire, moi je dirais que c'est à la fois l'imaginaire, mais c'est beaucoup plus développer le pas de côté pour bien observer. J'ai été marqué, moi, sur la dernière session qui était sur le vivant. Et effectivement, on a eu des grands spécialistes qui nous ont présenté des choses sur le biomimétisme. Waouh! Et c'est pas l'imaginaire, ça. Pour moi, c'est l'observation. Simplement, c'est l'observation au service à mettre là où on ne la mettait pas. Alors, techniquement, moi, je suis arrivé en disant, on doit réfléchir aujourd'hui parce que le monde bouge. En ce moment, on est dans une transformation. Le monde de l'entreprise est en train de bouger. Et donc, le monde entier est en train de bouger. Ce qu'on pensait imaginaire, notamment quand Romain le disait tout à l'heure, demain, il faut imaginer qu'on ne pourra pas faire un certain nombre de choses, on ne pourra plus se déplacer, on ne pourra plus... Et les gens, en général, ils résistaient en se disant non, ça n'arrivera jamais. Et puis, des fois, dans les exercices, on dit vous imaginez un truc qui ne pourra pas se passer, comme par exemple, rester chez vous pendant 2 mois, sans bouger, sans voiture, sans rien. Non, ça, tiens, ça s'est déjà passé. Donc, tout peut exister. Et c'est là que, du coup, on arrive un peu plus à avoir ce pas de côté, réfléchir. Et sur la fonction, alors moi c'est une des fonctions sur lesquelles on se met à travailler, on se met à réfléchir à partir du biomimétisme, sur la fonction qui dans un organisme HLM consiste à accueillir des gens, être dans une forme d'accueil hospitalier, c'est-à-dire dans le sens de comment on est accueillant, comment on accepte la relation à l'autre, comment on est ce qu'on arrive aujourd'hui à définir dans un monde où tout est tendu autour pour les locataires qui socialement sont les premiers, les locataires du parc social sont les premiers à être tendus au niveau économique, au niveau social, c'est les premiers oubliés de tout un tas de choses. Comment on peut constituer par nos actes d'accueil ce vestibule de la paix? C'est comme ça que je le définis aujourd'hui au niveau des équipes. Comment on va travailler pour définir ce que c'est que cette fonction d'accueil, d'où l'idée, en sortant de la dynamique CEC, l'idée c'est de dire, inspirons-nous de l'observation du vivant et allons chercher dans le biomimétisme ce qui traite des fonctions d'accueil qu'on va viser à partir de ce que fait la nature, ce qu'elle fait avec beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de références que la référence humaine. Et d'efficience, du coup, parce qu'elle gère beaucoup mieux ses ressources. Merci Pierre-Yves. Je vais rouvrir la deuxième session de questions-réponses, puisqu'on avance doucement sur la fin de la soirée. Donc il y en a plutôt de ce côté-là. Oh, il y en a partout. Bonsoir, Chloé Templier, je suis consultante indépendante. Je me demandais comment avait été conçu le programme des sessions et par qui, et si vous étiez inspiré d'initiatives existantes en France ou ailleurs, et s'il y avait des financements au-delà de l'implication des bénévoles. Ça fait plusieurs questions, ça, du coup. Et on va essayer de faire des réponses courtes, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Ok.
Sur le programme, il a été conçu à l'origine par une équipe de bénévoles, ce que je disais, notamment Valérie Brunel qui fait partie de l'équipe Cœur et qui fait ça depuis 15-20 ans en gros. Donc ça, c'est à la fois de la formation et de la sensibilisation à la transition écologique et du coaching de dirigeants. Et qui a monté une équipe de bénévoles autour d'elle pour bâtir ce programme qui a été renforcé à la fois par des partenaires pédagogiques, notamment l'Institut des Futurs Souhaitables, mais il y en a plein d'autres, on a parlé de Lumia tout à l'heure, et qui viennent apporter des contributions au fil du parcours, plus des intervenants qu'on a sélectionnés au fur et à mesure en fonction des thématiques des sessions, encore une fois avec une volonté d'être inspirant à chaque fois. Donc le DG d'Interface est venu aussi. Donc c'est à la fois des intervenants, je dirais, universitaires ou pédagogiques ou experts dans leur domaine, mais aussi des dirigeants d'entreprises qui ont un vécu et des expériences à partager pour qu'on, voilà, à titre d'exemple. Et après, sur le financement de la CEC, il est à 90% sur la base des dons que font les participants pour en être. On a toujours dit depuis le démarrage de la CEC que participer à la CEC, c'était entre guillemets non pas gratuit, mais que c'était sur la base de ce que chacun voulait donner à la CEC, en espérant que les plus grosses entreprises allaient permettre de financer la participation des plus petites qui étaient exsangues après 2 ans de Covid, ou des petites entreprises, très petites entreprises. Or, encore une fois, pour que le panel soit représentatif, on avait besoin que tous les acteurs soient présents. Donc le financement, il est là, 90% par les entreprises elles-mêmes, et puis 10% par fondation et, en l'occurrence, une agence gouvernementale, enfin l'ADEME, pour ne pas la citer. Merci. Il y avait une deuxième question. Clara Salomé, je suis directrice de la communication de la Banque de Savoie. J'avais une question par rapport à la CEC. C'est vous êtes en train de documenter toute cette magnifique réflexion. J'ai vu qu'elle était déjà présente dans le site, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses en fait issues de tous ces travaux. J'ai compris qu'il y avait encore 2 sessions qui doivent se tenir. Et la question derrière ça, c'est, vous avez un problème de batterie qui est faible. Et la deuxième question derrière ça, c'est comment vous allez essaimer suite à ça. Parce que certes, les 150 chefs d'entreprise et les bénévoles autour vont, par leur action et par ce qu'ils en ont retiré, essaimer naturellement, mais j'imagine que vous avez un objectif de plus grande ampleur. Donc c'est vraiment la question. En fait. Vous imaginez bien. Ça rejoint la conclusion, c'est parfait. Ouais. Alors déjà, il y a effectivement tout un travail de documentation de la méthodologie du parcours qui est en train d'être rédigé. Il y a même un documentaire qui est en train d'être tourné. Enfin bon, donc ça va être documenté. C'est encore une fois un travail qui est en cours d'exécution, qui n'est pas du tout finalisé, et on est encore en train de l'ajuster. Sur le parcours, on disait que initialement, il était sur du 1/3 en session plénière et 2/3 en atelier de sous-groupe. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir des feuilles de route. Et je ne l'ai pas dit, mais le parcours, il se décompose en fait en 3. Il y a des plénières, des ateliers de sous-groupe. Et ces ateliers de sous-groupe, ils se subdivisent en deux catégories. Les fameux camps de base dont Romain et Pierre-Yves parlaient tout à l'heure. Donc, c'est des entreprises qui suivent le parcours tous ensemble pendant toutes les sessions. Et puis, des ateliers de besoins humains. Et ces ateliers de besoins humains, ils viennent compléter le parcours parce qu'ils nous invitent, en tant que dirigeants, à réfléchir à quels besoins humains l'entreprise répond. Donc, ces besoins humains, c'est se loger, se nourrir, se divertir, s'équiper, etc. Et donc, on se projette sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre pour répondre à ces différents besoins humains. Donc, il y a les 6 sessions. On est en train de se dire que le parcours va devoir se prolonger, donc, parce que effectivement, on a besoin de s'inscrire sur un temps plus long. Donc, on va proposer aux entreprises participantes de se réengager sur une durée plus longue. Et puis, effectivement, on veut démultiplier les entreprises, on veut faire shifter les 150 entreprises et leurs écosystèmes, mais
plus largement, on voudrait faire shifter des centaines de milliers, il y a 2 millions d'entreprises en France, pourquoi on se contenterait que de 150 si la méthodologie, encore une fois, démontre qu'elle est vertueuse, qu'elle a des résultats concrets, mesurables, voilà, qu'on apporte la preuve de ce parcours. Donc il y a plusieurs pistes, je ne sais pas si c'est maintenant que... Tu peux y aller, ouais. Ah, okay. Voilà. Et celui-ci en est un excellent exemple. Les CEC régionales, alors CEC régionales, elles sont de deux types. Là encore, désolé pour attendez de la complexité, mais décidément tout le sujet fait qu'il y a de la complexité partout. CEC régionales, c'est évidemment des entreprises qui sont présentes sur un même territoire et qui suivraient ce parcours. Ça, c'est assez simple. Mais on a parlé tout à l'heure de l'embarquement d'entreprises. Il y a une CEC en complément du parcours actuel qui s'est montée, donc à l'initiative de participants. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est des Isérois, peut-être un Savoyard près dedans, qui visent à embarquer les équipes. Et donc, elles font un parcours CEC vis-à-vis de leur COMEX pour les embarquer dans la démarche. Et ça fait partie, et ça répond, c'est une autre partie de la réponse à votre question, pour démultiplier, il faut faire la transformation des entreprises. Donc, on a donné quelques clés là, de transformation du parcours, mais il faut aussi embarquer ces équipes. Ça, c'est le premier point. Premier exemple, il y a des CEC thématiques. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de besoins humains. Il y a une CEC qu'on est en train qui est sur le point de se lancer sur l'alimentation de demain. Donc, celle de se nourrir, et la crise en Ukraine ne fait que le rappeler cruellement, que les sujets de souveraineté alimentaire, mais plus largement, et Romain peut détailler très bien ça en long, en large et en travers, ça fait partie des sujets qui nous touchent tous, et a fortiori quand on sera sur une planète à potentiellement 10 milliards d'habitants. Donc voilà, et ça pose plein de sujets sur toute la filière et plus largement. Donc voilà, donc CEC régional, CEC thématique, il y a une CEC Europe aussi qui nous est demandée. Et pour accélérer le mouvement, parce que tant qu'on est sur une logique purement événementielle, c'est assez compliqué, même si, encore une fois, ce n'est pas les 150 entreprises qui vont se transformer, c'est tout leur écosystème qu'il faut embarquer. Il y a aussi ces projets de transformation digitale, donc de plateformes qui permettraient d'avoir des parcours autoportés. C'est-à-dire que ce qu'on monte dans la CEC, ce qui ressemble plus à ce type de parcours, c'est le penser à l'open source. Voilà, c'est de mettre à disposition des ressources qui sont fiables, qui permettent sur les bonnes trajectoires, et que des personnes s'approprient, ou des entités s'approprient ces parcours pour ensuite les diffuser dans leurs environnements. C'est ce qu'on est en train de structurer. Le temps file, donc je vous propose qu'on prenne encore 2 questions avec des réponses courtes, puisqu'on a promis un apéro à 20h. Bonsoir, je suis Maurice Bitose, je fais partie de la corderie du Cœur des Bauges. Les accorderies, c'est un système d'échange entre les membres à base de temps. Et avant ça, j'étais agent de maîtrise dans une entreprise de bâtiment. Et je m'adresse surtout à Haute-Savoie Habitat. Est-ce que vous avez trouvé le moyen, ou est-ce que vous avez une idée du moyen d'engager les entreprises de bâtiment dans votre démarche? Parce que pour l'instant, les appels d'offres, c'est encore bien basé sur le coût. Et trouver des moyens de faire que la qualité du travail se prime sur les coûts. Merci pour votre question. Alors, ce n'est pas que sur le coût, les appels d'offres aujourd'hui. Après, ça dépend de où est-ce qu'on met la pondération des critères. C'est-à-dire que la valeur économique, et justement, elle doit changer par rapport au système. On parlait de boussole tout à l'heure. Effectivement, la croissance économique n'est plus le seul objectif aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui doit être important, y compris dans le choix des entreprises quand on est maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'effectivement, ça répond à votre question. Demain, faudra, ce qu'on commence à faire, quand je parlais tout à l'heure du groupe achat responsable, quand on est dans l'achat responsable, on commence à poser aux entreprises des logiques
qui vont être des critères analysés sur le rapport social à leurs salariés. C'est-à-dire comment, finalement, si vous prenez un CSE, un comité d'entreprise qui va mesurer la vie sociale dans l'entreprise, comment ce CSE va noter son entreprise et comment cette note-là va être quelque chose qui va être analysé au moment où on choisit de travailler avec un partenaire. Ça, c'est le côté social. Le côté écologique, on le fait rentrer aussi dans le choix des entreprises. Et puis, bien sûr, le ratio économique continuera à exister. Alors, oui, on rentre plus globalement, je vais par rapport à votre question tout en répondant rapidement, oui, on va vers quand même une législation, parce qu'on a l'impression que dans tout ce qu'on a dit, qu'on n'est que 150 entreprises à avancer, c'est pas tout à fait vrai quand même. Je pense qu'il y a une prise de conscience nationale, internationale qui quand même existe. On est sur un certain nombre d'accords qui sont signés, qui font que globalement on avance, que dans le monde du bâtiment, dans le monde de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de la construction, vous avez entendu parler ou vous entendrez parler d'une réglementation qui va être assez drastique, qui s'appelle la RE 2020, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être en application déjà depuis 2 ans, mais on commence à dire que ça sera peut-être en application en début 2025, avec des exigences fortes sur effectivement une logique qui régénère globalement l'acte de construire. Donc dans toutes les étapes, là on touche l'économie circulaire, de la construction, de la gestion, de la démolition, du renouvellement, etc. On est dans une logique de prise en compte de cette économie circulaire. Mais on est dans des centaines d'années de fonctionnement et ce n'est pas en claquant du doigt qu'on y arrive. Aujourd'hui, si je donnais cet exemple, ça devrait être la RE 2020, elle devrait s'appliquer en 2020. On est bien dans des sensibilités là, mais imaginez des constructions sans béton décarboné, aujourd'hui, on ne sait pas le faire techniquement. Donc aujourd'hui, on est obligé, comme à chaque grande mutation, on est obligé de continuer à faire et à accompagner cette progression-là. En tout cas, la prise de conscience est là. Je vais prendre la dernière question. Oui, bonsoir. Stéphane Pagès, Société AFB. Nous reconditionnons du matériel informatique et puis ensuite nous essayons de le revendre. Et on le revend entre autres sur notre site internet. Donc je reviens vers la problématique que vous évoquiez au niveau de GreenWiz tout à l'heure. Effectivement, on vend des produits qu'on espère être responsables. Pour autant, bien, effectivement, cette partie livraison, elle est compliquée. Et en cherchant des solutions, parce qu'on essaye nous aussi d'y réfléchir, on a le problème du client et de la qualité du service qui va lui être offert. C'est-à-dire qu'on a des concurrents. Si nous, on est capable de livrer, alors effectivement, de façon peut-être plus, je sais pas, responsable, je sais pas le terme, ou plus neutre, en 5 jours, et puis que nos concurrents, eux, ils livrent en 48 heures, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque économique par rapport au choix du client ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, nous, ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est avoir une démarche de transparence vis-à-vis du client. Donc, vous savez que la loi va nous obliger bientôt à indiquer pour chaque mode de livraison des produits quel est l'impact carbone de la livraison en fonction du contenu, de l'adresse du destinataire et du mode de transport. Donc, de toute façon, on sera obligé d'avoir un affichage de tous les impacts carbone des différents modes de livraison proposés. Donc, notre idée, nous, c'est de subventionner la livraison décarbonée, donc d'offrir une livraison gratuite quand elle est décarbonée aux clients, et par contre d'avoir une livraison plus c'est rapide, plus c'est carboné, plus c'est cher. Donc c'est effectivement un risque commercial, entre guillemets. Bon, nous, dans notre cas, je pense que c'est un peu plus facile à prendre parce qu'on s'adresse à une population éduquée, entre guillemets, donc de gens qui cherchent plutôt à consommer responsable. Donc on sait qu'ils seront potentiellement un peu plus touchés par l'argument qu'une population lambda. Mais de manière générale, on a la conviction que les renoncements d'aujourd'hui, c'est les réussites de demain. C'est-à-dire que c'est les choix aujourd'hui qui peuvent paraître des choix à impact économique négatif qui feront que c'est votre entreprise qui survivra demain et qui sera reconnue comme l'entreprise qui a bougé et qui est plus vertueuse que les autres. Donc on se nourrit de ça, c'est peut-être naïf, hein, mais en tout cas on se nourrit de ça et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre. Je dis un dernier truc qui n'a rien à voir avec la question.
pour finir, hein, voilà, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas tellement évoqué, mais moi qui me tient assez à cœur et dont je suis assez persuadé, c'est que je pense qu'on ne fera pas de transformation de nos modèles économiques qui engagent nos collaborateurs sans passer par une redistribution des richesses dans le modèle de l'entreprise aussi. Parce que souvent, on se retrouve aussi avec des gens la problématique c'est la fin du monde ou la fin du mois, on caricature un peu, et ça ne marchera pas si nos modèles ne revoient pas également la redistribution des richesses. Donc, voilà. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête là sur la table ronde. Je vous propose qu'on applaudisse chaleureusement Pierre-Yves Antras, Romain Roy et Alexandre Chrétien. Personnellement, je vous donne mon ressenti. Le cocktail servira à recueillir le ressenti des participants. Mais merci pour votre transparence, votre sincérité dans les propos. Je pense que ça fait du bien aussi d'entendre les prises de conscience que vous avez eues, le chemin que vous parcourez, le fait que vous n'avez pas toutes les réponses, mais que voilà, les choses avancent aussi. Je ne sais pas si on est bien remonté dans la courbe du U, on verra ça après. On va devoir libérer Alexandre, qui du coup a une contrainte. Merci beaucoup Alexandre pour ce partage. On te libère du coup pour que tu puisses ne pas rater ton dernier train. On rentre dans la phase de conclusion de cette soirée. Du coup, la conclusion, ça passe forcément par le petit coup de pub pour le salon Solucir, puisque effectivement, on a beaucoup parlé de transition aujourd'hui. On a beaucoup d'entreprises, on l'a dit, hein, tout le monde est au courant. Pierre-Yves l'a dit, on ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des enjeux climatiques devant nous. Mais beaucoup de personnes se disent aussi qu'ils ne savent pas comment avancer, vers quoi aller, comment mettre un premier pas dans cette logique de transition et de circularité. Donc on a le plaisir avec toute l'équipe et l'association Solucir de vous convier à la 2e édition du salon qui aura lieu les 17 et 18 mai, qui est à destination des professionnels, que ce soit entreprises, collectivités, associations. Ce que vous y trouverez, c'est du concret. Concrètement, déjà, ce sera 90 solutions qui œuvrent sur le territoire vers plus de circularité. Donc c'est une bonne manière pour vous pour aller se frotter à elles, pour voir comment vous pouvez collaborer ensemble. Il y aura aussi des conférences thématiques sur les grandes thématiques. On a parlé du sujet de BTP. Il y aura une conférence sur le réemploi des matériaux dans le BTP. On a parlé de l'industrie. Il y aura Renault Trucks qui nous expliquera comment ils travaillent sur de la circularité quand on est une industrie comme Renault Trucks avec une industrie de process. Voilà, donc il y aura tout un tas de thématiques. Et puis, il y aura des ateliers pour repenser ces modèles. Donc évidemment, on vous invite à sortir vos agendas, si ce n'est pas déjà fait, et à le noter dans vos agendas et éventuellement même à prendre vos entrées. Comme ça, on gardera moins sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour l'instant. C'est pas vrai. Voilà, il y aura aussi un apéro de networking parce que ça nous est cher. On pense que c'est important du coup que le territoire bouge globalement. C'est ce à quoi on veut œuvrer, que ça bouge sur les chaînes de valeur, mais que ça bouge aussi dans l'écosystème local. Et on est convaincu pour ça qu'il y aura des connexions qui vont être faites avec les exposants que vous pourrez voir, mais qu'il y a aussi des connexions fortuites à réaliser. Et c'est pour ça qu'on fait des temps de réseautage pour rencontrer des personnes de manière aléatoire. Ce petit coup de pub étant fait, je vous propose de remercier également tous nos partenaires Solucir, donc évidemment toutes les collectivités qui nous soutiennent, qui sont même à l'origine de la création de Solucir, Grand Annecy, Grand Chambéry, Rumilly, Terre de Savoie, Grand Lac, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Savoie Déchets et Chambéry-Grand Lac Économie. On remercie aussi notre premier mécène, grand mécène, le groupe Fournier, plus connu sous le nom de Mobalpa, et le Crédit Coopératif qui, du coup, nous a permis d'organiser cet événement, cette soirée. On aura aussi ce soir en partenaire la Brasserie du Mont-Blanc et en partenaire média TV8 Mont-Blanc qui fait la captation ce soir, merci à eux, et Éco Savoie Mont-Blanc. Du coup, j'en profite pour passer le micro à Karine Jolin pour le Crédit Coopératif. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que j'avais préparé un beau discours, mais je ne sais pas comment vous vous sentez, moi je suis un peu chamboulée, surtout par les propos de Monsieur Antras. Donc c'est vrai que l'écologie, voilà, on en parle, on se prend toujours un mur et ça fait toujours plus mal parce qu'on n'apprend rien.
Donc, je vais laisser mon discours. Je vais parler avec le cœur. J'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens. Je voulais déjà vraiment faire un grand merci à Audrey de nous avoir proposé d'être là ce soir. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à nos chefs d'entreprise qui sont et doivent être des exemples pour tous, parce qu'on a vraiment besoin de chefs d'entreprise engagés qui montrent l'exemple. Quand on voit l'ampleur de la tâche, on a du boulot. Donc voilà, un grand merci pour votre engagement, même si voilà, on voit qu'il y a du travail, mais il y a des pistes, il y a des réflexions. Donc j'espère que vous allez réussir à embarquer, j'en doute pas, tous vos collègues dirigeants sur ce territoire. Le crédit coopératif, donc nous on est assez pionniers sur le financement de la transition écologique, puisqu'on a créé les premiers livrets de partage tracés, c'est-à-dire qu'on a nos clients particuliers qui ont choisi d'être moins rémunérés sur certains livrets pour financer des projets à vocation écologique que nous on reprête à des taux bonifiés aux entreprises et aux associations. Et ça au début des années 2000, donc avant la sortie de toute la réglementation sur le solaire, l'éolien et tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui, même depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est vrai qu'on sent que voilà, tous les acteurs économiques aujourd'hui doivent s'engager sans attendre. Pour notre part, ce qu'on a fait, là, voilà, depuis le début d'année, c'est tout récent. Là, je vais peut-être prendre ma note parce que je les connais pas encore tous par cœur. On a sorti une nouvelle gamme de prêts innovantes pour accompagner les acteurs économiques de nos territoires, pour accompagner la transition écologique. Donc voilà, c'est bon. Je sais pas si c'est original ou pas. C'est la gamme Choisir, comme choisir son impact. Donc voilà, il y a rien. Donc 4 nouveaux prêts pour financer donc la mobilité verte, financement des véhicules propres, des installations, la rénovation énergétique, on en a parlé, financer tous les travaux d'un bâtiment qui va permettre d'améliorer l'efficacité énergétique, la transition d'activité. Ça, c'est vrai que c'est des choses importantes. Les clients commencent, voilà, on commence à en entendre parler. Et bien entendu, les énergies renouvelables. Moi, je pourrais vous parler du Crédit Coop pendant des heures, donc je pense qu'on a tous envie d'aller boire un verre. Voilà, mais je voulais peut-être juste vous exprimer ma gratitude de vous voir si nombreux, parce que c'est vrai qu'à titre perso, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais ça doit nous donner de l'énergie pour en faire toujours un petit peu plus au quotidien. Et pour ma part, à titre pro, ça confirme le choix d'être une banque différente et vertueuse. Donc, voilà. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Karine. Pour finir, du coup, dernier slide de la soirée, promis. On vous propose donc un temps de convivialité. Le traiteur de ce soir, c'est Delphine Sauer de Food Saison, qui malheureusement n'est plus là pour parler de sa démarche. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur produits locaux, de saison, qui va nous régaler. Donc merci à elle. Et puis je donne le micro à Sonia Rasafindranali, qui est notre chargée de communication et de partenariat chez Solucir, pour présenter l'œuvre qui se cache derrière. C'est le moment peut-être où on lève le rideau. J'ai l'impression d'être au théâtre. C'est un peu ça. Bonsoir à tous, donc moi c'est Sonia. Du coup, je suis assez émue aussi ce soir parce que tout à l'heure on a parlé d'émotion, on a parlé de toucher le cœur, on a parlé d'éveiller nos sens et il se trouve que par le plus grand des hasards, ce soir, la séquence qui va suivre, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va vous titiller, on va éveiller vos sens et votre curiosité, puis on va aussi essayer d'observer le vivant un peu différemment. Ici, on est dans une salle de spectacle, on est dans un lieu culturel. C'est pas anodin. En revanche, le fait qu'il y ait une œuvre en fond de scène, c'est un hasard. Mais comme on dit, paraît-il qu'il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'est assez chouette d'accueillir ce soir Yann Gaël Poncet. Je vais l'appeler à mes côtés pour nous présenter son tronçonnet. Donc Yann Gaël est un artiste musicien engagé pour la cause environnementale. Et il a créé cette œuvre immersive et musicale qu'on va vous proposer de traverser et de vivre donc une expérience du bois à travers le son. Donc je lui laisse la parole et puis je vous remercie à tous. Merci Sonia. Bonsoir à tous.
Alors, bon, j'avais prévu plein de trucs aussi à dire, évidemment. Je m'étais fait un joli post-it avec 3 notes. Il est là. Et puis finalement, je vais peut-être même pas l'utiliser en vérité. Moi, je suis musicien, je viens de la scène, c'est-à-dire que je suis musicien de jazz. Je fais ça depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai qu'à travers mes œuvres, j'ai toujours été obsédé par 3 sujets en particulier, qui étaient le lien interpersonnel et la qualité du lien qu'on a entre nous, la façon qu'on a de manipuler les groupes, la manipulation des groupes, notamment à travers les religions, et évidemment notre rapport à l'environnement. Depuis quelques années, je suis de plus en plus obsédé par notre rapport à l'environnement, évidemment. J'ai pas du tout suivi la conférence, là, mais je suis venu, j'ai eu un petit problème sur la bête qui est ici, donc je suis venu 2-3 fois pour essayer de régler quelque chose. J'ai entendu quelques mots qui se disaient ce soir, et tout ce que j'ai entendu, je dois dire, m'a pas mal bousculé aussi, et c'est absolument... c'était formidable, quoi. Et puis ce qui vient de se passer juste sur la fin, ça fait un quart d'heure que je suis là, je trouve ça génial, et je dois même dire que ça me fait beaucoup de bien, en fait, parce que, voilà, moi ça fait 25 ans que à l'instar peut-être de tous les gens qui sont ici, je me bats, mais j'ai l'impression des fois d'être un peu seul, et puis on se rend compte de plus en plus qu'on n'est pas seul, et que même si la transformation qu'on attend tous compte sur nous tout seul, quelque part, on finit par se retrouver nombreux, et finalement ce qui ressemblait à un chemin de croix au début va peut-être se transformer en une fantastique randonnée. Voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas. Je suis musicien de scène, comme je vous le disais. Mon travail pendant des années a tourné autour de créations qui s'appellent les transcontinentaux. Je vous laisserai, vous avez vu mon nom, Yann Gaël Poncet, je vous laisserai aller voir sur mon site si vous voulez savoir davantage de choses là-dessus. C'est de l'électro-jazz. Il s'agissait de voyages d'immersion dans lesquels j'allais choper des échantillons de musique vernaculaire dans des pays lointains pour créer des dialogues entre ces musiques vernaculaires et un électro-jazz, tout ce qu'il y a de plus français. Et ça nous emmenait comme ça à l'autre bout de la Terre, en Amérique centrale, en Argentine, etc. Et où on faisait des gros projets avec de la vidéo synchronisée, beaucoup de technologie, et on s'est beaucoup amusé avec ça. Plus les années ont passé, plus c'était pour moi compliqué de prendre des avions, d'emmener tous ces gens à l'autre bout du monde. En 2017, j'ai pris un tournant fabuleux, c'est mon dernier transcontinental, il s'appelle Shajara. Shajara, ça veut dire arbre en arabe. Il s'intéresse complètement même au problème de désertification. Et j'ai entendu tout à l'heure quand je suis passé, j'entendais des gens qui disaient c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà. Et ça fait des années que ça tourne dans ma tête où je me dis que je fais pas assez. Alors on fait à son échelle, mais j'ai encore l'impression de ne pas faire assez, de ne jamais faire assez. Donc voilà, ce dernier transcontinental, il va directement, activement planter des arbres. On est associé à la Fondation Good Planet. À chaque fois qu'on paye quelqu'un, il y a une partie du salaire qui part directement pour aller planter des arbres de bonne qualité. C'est 20 € pour planter un arbre. C'est un arbre qui va être suivi et qui verra le jour. Et puis j'ai continué ce travail et du coup, il y a de ça 2 ans, je suis devenu artiste résident sur Chambéry Massif des Bauges, et donc il s'agissait de développer des projets. Et dans le cadre de cette résidence, le Géoparc des Bauges m'a commandé une œuvre de sensibilisation aux arbres par le son. Et donc j'ai commencé à faire des dessins sur le papier. Alors, je suis pas designer, mais bon, ça a donné cette chose qui s'appelle donc le tronçonnet. C'est une œuvre, effectivement, une œuvre immersive. Elle a été, la somme qui m'avait été allouée au début n'a absolument pas suffi. Donc il y a plein d'entrepreneurs très sympas qui se sont mis au boulot, et les designers notamment, le charpentier, la personne le gars qui m'a coupé l'acier aussi au laser, etc. Enfin bon, il y a plein de gens qui sont venus m'aider pour créer cette œuvre, que j'ai montée avec mes petites mains d'ailleurs. Et donc en fait, ça représente un tronc qui a été scié, tronçonné, qui est tombé au sol, qui est en train de pourrir gentiment dans la forêt. Je ne sais pas si vous le voyez, il décline comme ça. Et ce que ça raconte d'abord et avant tout, c'est qu'un tronc qui tombe dans la forêt, c'est d'abord une source de richesse extraordinaire. Il y a des petites bêtes dans les Bauges qui ne font leur nid que là-dedans, qui ne vivent que là-dedans. C'était déjà créé une image du pourrissement différent. Et pour le reste de l'œuvre, il s'agissait de son. Donc en fait, elle est faite en épicéa des Vosges. Et puis il y a des petites planchettes qui pendent comme ça. Ces petites planchettes, elles sont faites à partir de déchets de terrasse qui sont fabriqués par un copain à moi. Elles ont des structures, déjà c'est des bois différents, elles ont des structures, des formes, des structures mécaniques différentes, des épaisseurs différentes, elles donnent des sons différents. On rentre dedans, on
tape sur ces petites planchettes, et normalement, quand on sort de là, on est un artiste, si ça fonctionne. Je vais essayer de vous le faire fonctionner. Est-ce que je peux avoir... tiens, Sonia, viens, allez hop. Alors juste un petit mot explicatif. Donc effectivement, on rentre dans la structure. Bon, là, je vérifie 2-3 trucs parce que comme vous avez vu tout à l'heure, elle a grondé. Je l'ai remise en route tout à l'heure. Mon ingé son est pas là. J'étais un peu en panique. Elle a bien voulu fonctionner, c'est sympa. Elle a jamais fait ça d'ailleurs. C'est toujours les jours d'inauguration que ça fait ce genre de bazar. Donc en fait, voilà, on rentre dans la structure. Il y a des capteurs de présence. On tape sur nos petites bricoles, le son est capté, il est enregistré. Quand on sort, il y a un autre capteur qui dit à la machine qu'on est sorti. Ce qui a été enregistré, donc qui est différent à chaque fois, passe dans un système algorithmique, c'est reproduit et évidemment modifié. Ça passe par des systèmes aléatoires qui font qu'à chaque fois que vous passez, vous allez créer une petite œuvre différente. Voilà. Et ça fait des choses parfois assez différentes. Là, on était sur quelque chose d'assez métallique, mais on va refaire. Voilà. Alors je sais que du coup vous allez aller manger quelque chose, boire un coup et ça va être super sympa. Moi je suis ici et si vous avez envie de venir faire un tour, c'est avec un immense plaisir que je vous fais traverser la structure. Voilà. Mélanger les écosystèmes, ça commence par mélanger l'économie et la culture. Merci à vous pour votre présence, pour vos questions. Effectivement, le temps de convivialité est ouvert. Vous avez du coup la partie apéro qui vous attend derrière, mais effectivement, n'hésitez pas à jouer avec cette œuvre, puisque c'est vraiment aussi l'objectif de la soirée. Voilà, on vous souhaite une belle soirée et on vous dit au plus tard au 17 mai.